Je m'appelle Joe Weisblatt. Je suis né en Pologne, à Łódź, 31 janvier 1929. Alors, Monsieur Weisblatt, la première chose que je voudrais savoir, c'est si vous pouviez me parler un petit peu de votre famille. Quel était un petit peu, par exemple, le métier de votre père? Combien de frères et sœurs étiez-vous? Et quelle était l'atmosphère un petit peu dans votre famille? Mon père il faisait la dorure et l'argenterie. Il avait un atelier. Ça, c'était le métier de mon père. Ma mère était fille d'un tisserand, de Constantine, mais pas en Algérie, mais en Pologne, parce qu'à côté de l'autre, j'avais un village qui s'appelait Constantine, qui est des tisserands. J'étais élevé jusqu'à l'âge de 5 ans chez mon grand-père à Constantine. Et à Constantine, on parlait beaucoup d'allemand, parce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui habitaient là-bas. Et le yiddish. Ma mère, elle connaissait le polonais, mais pas tellement, mais surtout l'allemand et le yiddish. Et vous étiez combien de frères et sœurs? 3. J'avais 2 frères et une sœur. Qui avaient quel âge par rapport à vous? Alors, ma sœur était 1 an et demi plus que moi, Comment s'appelait-elle? Chaya Sarah. Après, j'avais Jonathan. Et le plus jeune, c'était Henri. J'avais 2 frères et une sœur. Donc, on était 4 enfants. Vous avez beaucoup de souvenirs de Constantine puisque c'est là que vous avez grandi. Ah oui, Et chez mon grand-père. Oui, je vous dis, mon grand-père, c'était... il avait beaucoup d'ouvriers. C'était des Allemands, des tisserands. Il lui donnait les bobines de fil et ramenait les tissus. Ils avaient des métiers, ils tissaient ça à la main, des métiers en bois à l'époque. Et j'ai grandi là-bas, j'étais chez les tisserands, j'ai toujours vu ça. Jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais à Constantine. c'était quoi? C'était un petit village, C'est un Constantine? petit village, oui, oui, oui. C'est à 8 kilomètres de Łódź, c'était pas loin. J'allais souvent, surtout les vacances, et je passais même avec mes frères et sœurs jusqu'à la guerre chez mon grand-père. Euh, Côté mon père, il avait 9 sœurs. Le 10e, c'était mon père. Parce que mon grand-père était très croyant, pratiquant. Il voulait avoir un fils pour le nom, pour faire les prières pour les morts, pour savoir. Donc, il a fait 9 filles avant que mon père est né. Alors, moi aussi, je voulais avoir un garçon comme mon grand-père. Mais quand je suis arrivé à la 3e fille, j'ai dit, je ne vais pas copier le grand-père. J'ai dit, je m'arrête là. Et c'est 3 filles, ça suffit. Alors, vous avez dit que votre grand-père paternel était quelqu'un de très croyant, mais votre père aussi était très pratiquant et Très très pratique, croyant. très, très pratiquant. Même vraiment, à la limite, très, très. Vraiment. Bon, c'était lui. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquant? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire Tout point de vue, concrètement? tout point de vue. Mais même moi, j'étais élevé dans le cadre comme ça. Moi, il y a des prières. Chez nous, quand on se lève le matin, on fait 3 pas, il faut se laver les mains, il faut faire une prière. Et j'étais élevé comme ça. Et moi, il y a certaines prières, je n'ai pas besoin de livres, je les connais par cœur. Les prières des morts, tout ça, quand j'arrive à Auschwitz, il y a des prières pour les morts, et je les fais comme ça, je n'ai pas besoin de bouquins. Il y a beaucoup de prières que je connais par cœur, que je n'ai pas besoin de livres, de sidour. Ce qui veut dire que, par exemple, vous avez été au Cheder, enfant, Oui, que... Cheder. Plus au Cheder. Moi, dans l'école normale, j'ai fait presque 1 an, pas plus. Et tout le reste, c'était le Cheder. Et c'était quand même très... Enfin, j'imagine que vous étiez très jeune, que ça remonte très loin, mais Oui. ce sont des souvenirs quand même, enfin, Ah oui, c'est... ça, on n'oublie pas. Il y a des choses qu'on n'oublie pas, hein. Absolument. C'est vrai, on n'a pas le droit de manger si on ne fait pas une prière. Enfin, ça, vraiment, il y a tout le rythme. Et même après manger, il y a une prière à faire aussi. Voilà, ça, c'était mon père. Et il ne laissait pas passer. Il fallait être jusqu'au bout, jusqu'à la fin, vraiment comme il faut. Et est-ce que votre père avait des ambitions particulières pour vous, justement, en termes de religion, en termes de... Moi, j'y crois. Il voulait vraiment... Parce que j'avais 2 frères aussi. Avec les 2 autres, il n'était pas comme il était avec moi. Et peut-être qu'il avait dans la tête, il voulait que je devienne rabbin. Ça, c'était mon père. Il voulait vraiment. Et vous étiez comment comme gamin? Vous étiez justement très... Oui, mais pas tellement. Pas tellement. Non, non. J'aimais pas être pratiquant comme mon père était. Moi personnellement, ça ne me plaisait pas. Parce que j'étais jeune et quand on a faim, et des fois j'avais faim, non? D'abord faire la prière, après tu manges, voilà. Et ça, moi, manger, je préfère manger avant de faire la prière. C'était comme ça. J'étais petit, j'ai pensé comme ça. Mais vous étiez un enfant comme ça, très studieux, très calme, ou plutôt Non, non, un... non, j'étais pas calme. Vous étiez quoi comme genre d'enfant? Euh,
Des brouillards, tout ça, mais calme, non. J'étais pas calme. Je trouve pas que c'était calme. Des brouillards, quoi. Oui, ah oui, oui. Oui. Ça Ah oui. déjà, dès avant la guerre, en fait, avant tout ce qui vous est arrivé, c'était déjà... Ah oui, oh là là, oui, c'est vrai. Et je crois que ça m'a aidé beaucoup. Mais qu'est-ce que ça voulait dire des brouillards? Vous aviez des copains dans la Oui, oui, rue, oui, dans de... la rue, oui. Parce que dans la cour, surtout dans la rue. Hein. Parce que nous, on habitait dans une cour, on était 120 locataires. Faites le compte, 3 à 5 personnes par logement. Ils avaient une pièce et demie ou 2 pièces et demie, c'est tout. C'est des petites pièces. Alors, tout se passe à l'extérieur, pas dans la chambre. Ou dans la rue, ou dans la cour ou dans la rue. La cour dont vous parlez, c'est un immeuble qui était dans quelle rue à Lodge? Qui Alors, était... je rue Franciscanská, c'était une rue connue dans le, comment je peux vous dire, dans le Balout. Balout, c'était euh, la comparaison de Paris, les belles villes de Paris, vous voyez. Voilà, c'était les belles villes de Paris. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a eu plus tard l'emplacement du ghetto. Les Enfin, ghettos, c'était ah au oui, centre là-bas, du ah oui, futur oui, nous, on ghetto. n'a pas bougé. Quand on a fermé le ghetto, nous, on était chez nous à la maison. Hmm. Oui, oui. Et donc, C'est là qu'ils ont fait les ghettos. donc en fait, vous, bon, vous meniez la vie d'un gamin normal. Ça veut dire d'un gamin qui va quoi à l'école, au Cheder, qui a Oui, ses amis dans la rue, voilà, qui... c'est ça, absolument. Et je vous dis, bon, euh, quand la guerre éclatait, ça je me rappelle, quand la guerre éclatait, mon père m'a réveillé le matin, c'était très tôt le matin, et on voyait l'armée polonaise quitter la ville. Et mon père, c'est la première fois que j'ai vu mon père presque avec les larmes dans les yeux, il a dit, on est perdu. Il a dit, on est perdu, comme ça. Et moi, je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et je me rappelle, il était très pieux, et je me rappelle, peut-être un mois après, il y a un cousin germain, une cousine germaine, son mari, il est venu voir mon père, il a dit, tu prends ta femme, Kaile, elle s'appelait Kaile, tu prends Kaile, tu fais le balichon, tu prends les enfants et on va en Russie. Il dit, moi je vais aller en Russie, où on ne peut pas pratiquer le culte comme ça. Parce qu'il était très pieux, il savait que là-bas on ne peut pas pratiquer le culte. Il dit, non, 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 je ne vais pas. Alors, comme il ne savait pas quoi répondre, mon père, il dit, n'importe comment je ne peux pas partir, laissez l'atelier ici. Alors, le cousin a répliqué, n'importe comment les Allemands, ils vont tout prendre, n'importe comment. Ils n'ont pas le droit de prendre toutes les machines que j'ai dans l'atelier, c'est les marques anglaises. Ils n'ont pas le droit de prendre. C'était une réponse stupide, hein. Et voilà, et finalement, les cousins, ils sont partis en Russie. Après la guerre, je les ai retrouvés. Bon, leur mère est décédée en Russie, mais les 3 enfants et lui, ils sont revenus en Pologne après la guerre. Et maintenant, il y a encore 2 filles qui vivent, une à Copenhague et l'autre en Israël. Vous voyez, et mon père, il est décédé tout de suite après. Mon père est décédé au août 40, 27 août 40, mon père est décédé, au début dans le ghetto. J'avais 11 ans. Alors, pour en revenir justement à ce moment de la déclaration de la guerre et puis en fait à tous ces mois qui précèdent l'installation dans le ghetto, quels sont les souvenirs que vous avez? Parce que en fait tout est allé très vite quand même, que ce soit l'occupation allemande, les premières persécutions. Quand ils ont décidé de faire le ghetto, l'atelier que mon père avait, c'était pas dans le ghetto, c'était dans la ville. Euh, Dans la ville, au centre-ville, pas loin, comme on dit, des Champs-Élysées de Paris, vous voyez. C'était ulica Piotrkowska, c'était le Champs-Élysées de Paris, pas loin de là-bas. Et il a commencé à enlever tous les outils qu'il avait dans l'atelier, tout ça. Et il a amené ça à la maison, vous voyez. Et on est obligé de tout laisser. Il a pris tout ce qu'il pouvait. Les grosses machines, il ne pouvait pas. Alors, c'est des sacs, des petits cartonnages. Il a amené ça, il a stocké ça à la maison. Et après, on a fermé le ghetto. Il est resté 8. On a fait, 6 mois après qu'on a fermé le ghetto, il est décédé, mon père. Hmm. Mais comment ça s'est passé en septembre, octobre, c'est-à-dire avant même que vous soyez, enfin que vous soyez enfermé dans le ghetto, Oui. l'arrivée des Allemands, est-ce que c'est quelque chose dont vous vous souvenez, les premières persécutions, la manière dont on... Les premières choses que. Bon, j'ai vu arriver les Allemands. Les premières choses que j'ai vues, qu'ils ont pillé un magasin de montres dans la rue pas loin de chez nous. Ils ont pillé ça. Et après ça commençait le problème de ravitaillement. Il fallait faire la queue pour tout.
Bon, nous, on allait souvent chez mon grand-père à Constantine. On trouvait plus facilement. Et au début, il fallait le matin descendre, chercher le pain, la viande, tout ce qu'on pouvait. C'était très dur, hein. Bon, et ça durait ça quelques mois, jusqu'à qu'on a fermé le ghetto. Alors, tous les jours, c'était ce travail-là, c'était uniquement le ravitaillement. Procurer le ravitaillement. Et aussi, dans notre cour, les gens qui étaient obligés de quitter la ville, il y a beaucoup de nouveaux de locataires qui habitaient déjà, mettaient leur famille dans leur appartement. Donc on était vraiment plein. Ça posait pas mal de problèmes, même hygiène, et de l'eau, tout ça, c'était très dur au début, hein. Donc en fait, là, l'immeuble se remplit. Très rempli. Ça doublait des gens qui habitaient avant. Et pour vous, c'était. Est-ce que vous avez tout de suite eu conscience que. Enfin, évidemment, vous vous souvenez que votre père a dit nous sommes perdus, Oui. mais vous, c'était en même temps, ça changeait de la routine. Enfin, mais enfin, il y avait quelque chose. Est-ce que vous aviez peur? Est-ce que vous étiez inquiet tout de suite? Est-ce que vous avez senti tout de suite Non, que. à mon âge, non, on n'était Ouais. pas comme ça. Non, c'est ce qui comptait à l'époque. Ce qui comptait, c'est surtout de la nourriture, hein. Avant tout, c'est la nourriture qui comptait. Alors, fallait se débrouiller. Alors, je vous dis, on part à Constantine. Avant, et après, même mon grand-père était obligé de quitter Constantine aussi. Tout le monde a quitté, tous les villages, les petites villes autour de Lodz, tout le monde a quitté et on entrait tout dans le ghetto. Et je me rappelle que au début, même quand on partait, même quand mon grand-père était déjà pas à Constantine, on partait parce qu'on connaissait les gens qui habitaient là-bas. Et il faut que je vous dise aussi, Constantine, c'était peut-être 70% des Allemands qui habitaient à Constantine. Et des ouvriers, des entrepreneurs à mon grand-père, ils ont dit à mon grand-père, vous restez là, vous ne devez pas partir au ghetto. Nous, on va vous garder. Et il a eu peur, il n'a pas voulu rester. Et il nous a rejoints, mon grand-père. Vous voyez? Ce qui veut dire que quand, en gros, vers janvier-février 40, quand le ghetto a été fermé, Oui. votre grand-père est venu vivre avec vous. Oui, et ma grand-mère, elle est décédée chez nous à la maison. Et après, avec un de mes oncles, mon grand-père, il avait un autre appartement. Ils ont eu un autre appartement, bien sûr en payant, parce que mon grand-père était très aisé. C'est pas l'argent qui lui manquait. Alors donc, ils ont loué l'appartement. Donc, avec un fils, mon grand-père, parce que sa femme était déjà décédée, et il habitait avec son fils et sa belle-fille et les trois gosses que mon oncle avait. Alors, quand le ghetto a été installé, en fait, est-ce que votre père a pu continuer à travailler? Non, Comment non, ça se pas du passait? tout. Fini. Quand on a quitté la télé, c'est d'abord quand la guerre éclatait. Au début, il travaillait encore, mais très vite, ça s'arrêtait, hein. Ça s'arrêtait par les. Vous savez, lui, il faisait que des dorures, l'argenterie, tout ça. Ça s'arrêtait complètement. Il était orfèvre, en fait. Oui. Il faisait le couvert en argenterie pour manger. Les argenteries, c'est lui qui faisait. Des dorures, plein, beaucoup de métaux. Il travaillait dans les métaux, pas le métaux ordinaire, tout, il y avait de la valeur, tout. Donc, votre père Pardon. Donc, votre père... Je vais peut-être prendre un verre d'eau, si tu peux m'en donner un, s'il te plaît. Excuse-moi. Votre famille, comment vivait votre famille, en fait? Bah, quel point de vue? L'argent, il avait. Non, je vous ai dit, ma mère était une fille riche, et mon grand-mère, il avait de l'argent. Oui, je me rappelle même que ma mère, quand mon père est décédé, elle a caché des bijoux dans la tombe de mon père. On n'avait pas une tombe, c'était avec la terre, recouvert avec la terre. Dans un récipient, elle a enfermé dedans avec la terre, un récipient avec des bijoux. Parce que les Allemands, après, dans le ghetto, ils sont venus quand même chercher des bijoux, ils fouillaient tout ça, hein. Les gens, pas chez tout le monde, ils savaient déjà où y aller, vous comprenez? Donc elle a caché les bijoux dans la tombe. Et mon père, il s'est couché un soir. Le lendemain, mes deux tantes, parce qu'il souffrait déjà, mes tantes ils sont arrivées à la maison. C'est un samedi matin. Ils sont approchés du lit de mon père. Il avait des joues rouges, tout ça, mais il était mort. Comme ça, la nuit, dans la nuit. Aussi, ma mère dit, je me rappelle, dans la nuit,
J'ai attendu mon mari qui descendait des lits. Il rentre dans la cuisine. J'ai attendu l'eau couler. Peut-être il se lavait les mains pour faire la prière. Il est mort, il est mort comme ça, mon père. Vous voulez dire qu'il n'y a pas eu, enfin, il est mort subitement? Ou Non, il il a était été- déjà malade. Il souffrait des reins. Beaucoup, il avait des douleurs, tout ça. Et je vous dis, c'est un vendredi soir, il s'est couché. Le lendemain, samedi matin, il était mort. Comme ça, il est mort. Ma mère, par contre, elle a souffert beaucoup. Elle avait un cancer de l'estomac. Mais mon père, non, il est mort comme ça. Il n'est pas passé à l'hôpital, Non, non, il est parti voir à l'hôpital pour des visites. Oui, il recevait des médicaments, le peu qu'il y avait, mais c'est tout. Mais quand votre père est mort en août 1940, où en était en fait un petit peu la situation dans le ghetto? C'est-à-dire déjà la vie était devenue extrêmement difficile. Ah bah oui. C'est- Au début, bon, au début des ravitaillements, plus ou moins il y en avait, hein. Surtout quand on avait l'argent, on trouvait, hein. Mais après, quand c'était rationné. Après, on a reçu les cartes, tout était rationné, tout était rationné. Donc c'était beaucoup, beaucoup plus dur. Et aussi le ghetto, il ne faut pas oublier, dans le ghetto lodge, les Allemands, d'abord, ils ont choisi le responsable du ghetto, donc, qui s'appelait Ronkowski, et il a fait monter des usines. Dans le ghetto de Lodz, on fabriquait des tout. Des tout. Citez-moi quelque chose, on fabriquait. Tout. Même pour les Allemands, les insignes. Tout était fabriqué dans le ghetto. Donc, on recevait de la nourriture, mais c'était rationné. Vous comprenez? Mais dans le ghetto, on fabriquait de tout. Ça a été instauré quand le rationnement de... Tout de suite, quand on a fait le ghetto, peut-être 2, 3 mois après. Hein. D'accord. Ah oui, oui. Tout était rationné. Alors, vous, du point de vue du ravitaillement, et ça jusqu'en 1944, vous allez être complètement essentiel pour assurer, comme vous le pouvez, le ravitaillement de votre famille. Alors, Ça veut dire, dans un sens, je suis devenu responsable déjà. J'ai pris la place de mon père, mais vous aviez 11 ans. 11 ans. Oui, oui. Alors donc, j'avais un copain dans la cour qui avait 1 an et demi plus que moi. Dans la journée, on travaillait. Moi, je travaillais dans une usine, lui aussi. Et dans la nuit, on sortait voler. Qu'est-ce qu'on volait? On démolissait les palissades pour avoir le bois pour chauffer. Où on stockait le charbon, on volait du charbon. Où on pouvait voler des pommes de terre. On faisait des choses terribles, on volait. Et on se partageait. Comme ça. Et dans le ghetto, tout le temps, j'ai fait ça avec lui jusqu'à l'arrivée à Auschwitz. Comment il s'appelait, ce copain? Chaim. Et tout le temps, j'ai fait ça avec lui. Mais j'ai une histoire avec lui qui me colle à la peau, qui est arrivé à Auschwitz déjà. C'est un gars qui est parti accompagner son petit frère dans la chambre à gaz. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Moi, j'ai quitté le ghetto un matin. Je suis sorti chercher des ravitaillements. Quand je suis revenu chez moi à la maison, tout le quartier était bouclé et on a liquidé tout le quartier. Et quand je suis arrivé chez moi, je ne trouvais plus personne. Ni ma sœur, ni ma frère, ni ma tante. Personne je trouvais. Et je suis resté tout seul dans cet immeuble-là où il y avait tellement des centaines de personnes, j'étais le seul. Et 2, 3 jours après, j'ai trouvé mon voisin de palier dans la rue avec sa femme et son gosse. Et il m'a dit, qu'est-ce qui te décide? Et je dis, n'importe comment, je vais repartir pour retrouver la famille, mon frère et ma sœur, vous voyez. Ça, c'est bien plus tard, c'est 3 ans Beaucoup, plus tard. oh là Ça, là, c'est beaucoup, août ouais, 1944. ouais, ça, c'est Alors beaucoup que là, plus on tard. en est encore en 1940 et que Oui. vous allez combattre en fait pendant 3 années pour survivre. Survivre. Et Alors, vous savez, chaque usine, à la fin du ghetto, il y avait des champs. Chaque usine recevait un lopin de terre. Ils faisaient cultiver là-bas le pommes de terre, beaucoup de betteraves rouges, le ritabaga, enfin, des légumes. Et moi, la nuit, avec Chaim, on partait voler là-bas. Il y avait un gardien, il y avait toujours un gardien pour surveiller. Alors, chaque fois, on trouvait un autre astuce. Et lui, il partait là-bas, il commençait à crier, à courir. Pendant ce temps-là, l'autre, il regardait qu'est-ce qu'il fait. Moi, je volais. On faisait comme ça. Chaque fois, il fallait trouver une autre astuce pour qu'ils ne nous voient pas. Et nous, on ramassait tout ce qu'on pouvait. Et c'était à 3 heures du matin, 3, 4 heures du matin. Et est-ce que vous pouviez passer du côté arien? Non, au début, oui. Au début, on faisait ça, on sortait, on allait
Et sur le marché, on achetait, ça c'était au début. Mais après, on ne pouvait plus. D'abord, les Allemands, ils tiraient. Avant, ils ne tiraient pas. Après, ils tiraient. C'était même gardé par les juifs, police juifs, et aussi les Allemands. Et aussi, je me rappelle, c'était peut-être 3 mois après, quand je suis arrivé au marché acheter des choses, les Polonais, ils me prenaient l'argent ou des bijoux, ils me disent, fous le camp, sinon j'appelle les Allemands. Ils ne nous donnaient rien en contrepartie. Ça arrivait des choses comme ça aussi. C'est arrivé, pas souvent, mais c'est arrivé. Parce qu'en plus, vous pouviez passer du côté rien, parce que vous étiez Oui, comment là, physiquement? bon, il ne fallait pas mettre l'étoile jaune, parce que nous, on avait l'étoile jaune. Il ne fallait pas qu'il soit là, parce qu'en Pologne, on portait devant et derrière. Hein. Ah, donc, il fallait enlever l'étoile jaune, bien sûr, c'est normal. Et vous étiez blond, vous aviez un bon Oui, physique? oui, ça va, à ce côté-là, c'est pas un problème. On m'a jamais arrêté à cause de ça dehors. Mais ça, c'était les premiers 3, 4 mois. Et après, c'est fini. On ne pouvait plus sortir du ghetto. Au début, je le faisais. J'ai amené même mon petit frère. Après, je ne laissais pas, j'avais peur pour le petit frère. Il avait quel âge, le petit frère? 1 an et demi, moins que moi. C'est Jonathan, celui-là. Oui, D'accord. oui. Et le petit, tout petit, non, jamais. Lui, oui. Voilà. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'usine, en fait. Oui. À partir de quand, en fait, vous avez été obligé de travailler Peut-être 6 mois après qu'on a fermé le ghetto. Je travaillais déjà, oui. Ma mère travaillait, ma sœur travaillait, oui. Tout le monde était obligé de travailler, Tout le bien monde, entendu. sauf mes des frères, des petits. Non. Alors, où est-ce que vous avez travaillé, vous? Métallurgie, d'abord, comme mon père, c'est appelé le métier de... Et moi, j'ai grandi chez mon grand-père, chez mon père aussi. Même les samedis soirs, quand il y avait une commande à terminer, samedi soir, après les prières, il rentrait dans l'atelier, il terminait. Alors, j'ai grandi avec ça aussi. Donc, après métallurgie, et après, quand ils ont fermé, c'est un graveur, j'ai travaillé chez lui, c'est un graveur. Après, les Allemands, ils l'ont pris, parce que c'est un bon ouvrier, un graveur, il savait tout faire. Donc, ils l'ont pris en Allemagne pour travailler dans un atelier, parce qu'il avait des mains en or. Donc, moi, on m'a amené dans une autre usine, où on redressait des aiguilles à tricoter, des machines à tricoter. Des machines à tricoter, il y avait des aiguilles. Et à la force, il s'est plié, ces aiguilles. Donc nous, on avait de hautes tables comme ça, avec des enclumes, petites enclumes comme ça. Et nous, avec un marteau, on redressait les aiguilles comme ça, pour la machine à tricoter. Et là-dessus, j'ai travaillé peut-être 6 mois ou 1 an, je ne me rappelle pas. Et après, on m'a fait descendre il y a la forgerie en bas. Notre métier, c'était de durcir des fils de fer, parce que les Allemands, ils avaient besoin de ça. On mettait ça dans les fours. Quand c'est devenu rouge, on trempait ça dans l'huile. Et après, de l'huile dans l'eau. Voilà, avec des grosses tenailles, on mettait ça dans le four. C'était ça mon travail, jusqu'à la fin, je travaillais là-dedans. Jusqu'à on a liquidé le ghetto. Et dans l'usine, enfin, à chaque fois, enfin, dans vos ateliers, c'était pas que des ateliers d'enfants, c'était Non, des non, ateliers. il y avait de tout. De grandes personnes, bien sûr. Plus de grandes personnes que des enfants, mais il y avait de tout. Tout le monde travaillait. Est-ce qu'il y avait... Et moi, où je travaillais, à cause, on mettait le fer dans l'huile, vous voyez, ça dégage. C'était terrible. C'est pas la fumée, c'est la vapeur qui sort comme ça. Parce qu'on travaillait là-dedans, on touchait une soupe de plus que les autres. Parce que c'était pas ça, hein, comme travail. Donc on touchait une soupe de plus. Parce que la soupe, c'était la soupe du midi, en À fait. midi, on touchait la soupe à l'usine. D'accord. À midi. C'est pour ça aussi que le travail était tellement important, parce Oui, que oui. c'était un repas. Oui, c'était un repas. Alors nous, donc, on a double ration dans les soupes. Parce qu'on travaillait là-dedans. Et ça, j'ai travaillé jusqu'à la fin. D'accord. Après, ma mère est décédée en 1943. Ma mère est décédée. Mais elle a souffert beaucoup. C'est aussi au mois d'août. Moi, je dormais. Il faisait très, très chaud, ça, je me rappelle. Et je dormais dans la cour, je dormais sur le petit banc. Et ma tante et ma sœur, ils étaient à côté du lit. Ma mère, elle souffrait tellement. Elle avait des douleurs atroces. Que moi, j'ai souhaité qu'elle meure déjà. Qu'elle ne souffrait pas, tellement elle a souffert. C'est horrible, la souffrance. J'attendais, moi, dans la cour, j'attendais les souffrances de ma mère.
Elle s'est plaignée, elle avait mal, très, très, très mal. Ça aussi, c'est une chose que j'oublie pas. J'ai souhaité sa mort, oui. Vous avez dit que c'était un cancer de l'estomac, mais il y avait, est-ce que, évidemment... Il n'y avait rien pour calmer, il n'y avait rien. Mais il y avait aussi le fait que, enfin, ce qu'on a appelé la maladie du ghetto, c'est-à-dire la dénutrition, la malnutrition. Oui, on attrape tout, chacun attrape autre chose, vous comprenez, mais il y avait beaucoup, beaucoup de morts beaucoup de gens qui sont morts dans le ghetto, oh là là, beaucoup, beaucoup. La mort vous était devenue quelque chose d'habituel, Oui, la mort par la faim. Oui, oui. Comment on... J'ai eu des voisins, plein de voisins qui sont morts. Même le voisin qui habitait à côté de chez nous, aussi, il est mort aussi. Je n'ai vu plusieurs mourir. J'ai vu plusieurs. Ça, malheureusement, j'ai grandi avec ça. Comment ça se voyait physiquement, l'attaque de la faim sur les gens? Je veux dire, comment... On maigrissait. Et des fois, il y avait des gens, les jambes commençaient à enfler. Ça enflait, ça montait comme ça, tout doucement. Ils montaient jusqu'au machin, et jusqu'à s'arriver au cœur, ils sont morts comme ça, enflés comme ça. Il y avait les deux, ou carrément maigres comme les squelettes, ou ils enflaient, ils meurent comme ça. Est-ce que vous avez eu des œdèmes de la faim? Enfin, justement, est-ce que vous avez vu votre corps se dégrader? Est-ce que vous vous souvenez de ça Je me rappelle, moi, mes jambes aussi commençaient à enfler, mais ça c'est pas monté très haut, ça enflait, et après, ça s'arrêtait comme ça. C'était vraiment, je ne sais pas comment ça se fait. Moi, ça s'arrêtait. Et ça commence à enfler. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai tout fait. Je me suis débrouillé, j'ai mangé quand même. J'ai réussi dans les champs et tout ça, même l'hiver. J'ai réussi toujours à me procurer la nourriture. Au début, ça c'était au début, dans notre cour à nous, il y avait un boulanger. Alors, la boulangerie, elle marchait. Et les boulangers, quand ils sortaient le pain, ils voulaient refroidir le pain pour manger. Alors, ils mettaient ça à la fenêtre. Il y avait des grillages, bien sûr. Mais moi, avec des couteaux et des ciseaux en fer, j'ai découpé. J'ai volé. Alors, après, ils ont vu ça. Alors, nous, on a fait... Ils mettaient ça, et il y avait toujours un gars avec un bâton derrière la fenêtre, à l'intérieur, pour surveiller. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un grand bâton, on a mis un clou, un crochet, et on a piqué comme ça dedans pour le sortir, vous voyez? Des astuces comme ça. Vous savez, quand on a faim, on trouve toujours des astuces. Et même en Allemagne, j'en ai trouvé beaucoup, des astuces comme ça. Vous avez aussi, je crois, installé des crochets, enfin, qui se trouvent toujours sur la façade de votre immeuble, c'est ça? Ça, c'est oui, ça, c'est autre chose. Et ça aussi, jusqu'aujourd'hui. Les crochets sont là jusqu'aujourd'hui. J'étais en Pologne il y a quelques mois. J'ai amené ma fille, je lui montrais. Là, au mois de décembre, je vais avec un de mes petits-fils qui vient d'Amérique, je vais retourner aussi. Les crochets en 1942, je les fabriquais dans la forge. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas comment je les plantais. D'abord, ils sont tout droits, assez grands, et à 20 cm plus bas. Donc, je me suis penché. Et comment ça se fait, je ne suis pas tombé? Ça, je me demande jusqu'aujourd'hui comment j'ai pu faire ça et je ne suis pas tombé. Ça, j'ai fabriqué après des caisses. Je mettais des caisses dans les crochets avec de la terre et je faisais pousser les betteraves rouges. Et ils sont là jusqu'aujourd'hui. Ça fait 63 ans, ils sont là. Juste un qui est un peu rouillé, mais tous les 5 autres, ils sont là. Quand on lit votre livre ou quand on regarde votre histoire, on se dit, mais comment un môme de 11 ans, de 12 ans, a pu comme ça trouver l'énergie, les idées pour... Et surtout que ce que vous écrivez, j'ai l'impression dans votre livre, c'est que vous-même, alors que vous étiez si jeune, vous aviez finalement peu d'illusions. C'est-à-dire vous étiez assez pessimiste en même temps. C'est un drôle de mélange. Enfin, je ne sais pas si c'est juste ma lecture, mais... Bon, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout chez moi. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, moi, si je suis là aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de risques, sans réfléchir. Si j'aurais réfléchi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et ça, c'est moi. Vous comprenez? Et chaque personne, il y a autre chose. Moi, c'était ça. Vraiment, si je vous dis, qu'est-ce que moi j'ai fait comme risque? Qu'est-ce que moi j'ai volé? Moi, j'ai volé chez un Allemand une paire de bottes. C'était une balle dans la tête tout de suite. J'ai volé chez un Allemand un paquet de tabac. Vous savez, des tabacs dans le camp, c'était plus que de l'argent, plus que du pain. Tout. Avec le tabac, vous pouvez tout avoir.
Je volais un paquet de tabac chez un SS. Vous savez que ça mal dans la tête aussi. Et je n'ai pas réfléchi. Si je réfléchis, je ne l'aurais pas fait. Hein. Voilà. Ça, c'est moi. Et en même temps, vous étiez pessimiste. En même temps, vous aviez pas d'illusion finalement sur ce qui se passait, ce qui vous attendait dans le ghetto. Non, pas des. C'est ce qui comptait, c'est le ravitaillement. Avant tout, c'est la nourriture. Tous les jours, en se levant, en se couchant, la tête, elle travaillait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Où il faut aller? Quels sont les moyens? Tout, le travail, c'était ça. La stratégie, c'était ça. Trouver uniquement la nourriture, avant tout. Alors, et les vêtements aussi, bien sûr. Mais c'est surtout la nourriture. juste un détail. Enfin, le travail là, tel que vous l'avez décrit, c'était harassant, j'imagine. Enfin, c'était très dur physiquement ou c'était... Non, c'était habituel. Vous savez, on faisait ça normalement. Il fallait pas, on n'était pas derrière nous avec un bâton. Non, non. Dans le travail, non. On travaillait à son rythme. Ça, c'est vrai, à son rythme. Et même, j'ai fabriqué pas mal de choses. Même le fameux crochet, vous voyez, je les ai fabriqués dans l'atelier, dans la forge où je travaillais. Non, 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 on travaillait à son rythme. Et tout ce que je pouvais voler, je volais. Même pour se chauffer à la maison, et si je pouvais voler un peu de charbon, je mettais un nu sous le pantalon et je remplissais ça. Vous comprenez? Et quand un jour j'étais dans une cuisine, je volais des pommes de terre, je remplis le pantalon aussi. Avec les pommes de terre, je volais. Je faisais comme ça. Est-ce que vous avez été en contact avec le roi des Juifs, Rumkowski? Je l'ai vu plusieurs fois, mais une seule fois, ça je me rappelle, c'est une chose que je ne peux pas oublier. J'étais pas loin de chez lui, il était entouré de tout le monde, j'ai bousculé tout le monde, et je me suis approché, j'ai dit, ma mère est malade. Alors il m'a donné une gifle, parce que j'ai poussé, j'ai fait du bruit. Il m'a donné une gifle, j'ai dit, c'est pas grave, un père a le droit de battre. Quand il a entendu que j'ai dit ça, qu'un père a le droit de battre, ah bon, alors qu'est-ce que tu as besoin? Je dis, j'ai besoin de médicaments pour ma mère, et je voulais avoir un vêtement aussi. Donc il m'a donné un bon. J'ai obtenu un bon pour les vêtements, et j'ai touché les vêtements. J'ai touché un quart de pain, j'ai touché un vêtement. Il m'a donné un bon. Ça, c'est Rumkowski. Je l'ai vu une fois. Si, je l'ai vu. On le voyait souvent passer dans le ghetto avec sa voiture ou avec... Si, il avait une calèche avec un cheval et... Si, on le voyait souvent. Et il était quoi, détesté? On en parlait beaucoup, enfin... Bien sûr, on parlait beaucoup. C'était le président du ghetto, vous comprenez? Il avait tout le pouvoir, lui. Lui, il avait tout le pouvoir. Il pouvait tout faire. Et ceux qui faisaient régner l'ordre dans le ghetto, entre guillemets, c'était la police juive ou c'était les... Police juive. Et c'était qui les policiers juifs? Souvent, c'était... Tout, c'était récupéré, je ne sais pas, il y avait de tout, Et vous savez, en 1942, les Allemands, ils ont dit qu'il faut donner tous les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc c'est là qu'ils m'ont pris mon petit frère. Et donc la police est venue chercher les enfants et ça ne marchait pas. Moi, mon petit frère, je l'ai caché dans le grenier. Il y a un policier qui est venu voir ma mère. Et finalement, j'étais obligé de descendre. Ma mère a dit qu'il faut le descendre. Et Rumkowski, un jour, il a fait un rassemblement dans le ghetto, sur une grande place, aux gens. Il a dit, je ne sais, il faut que vous donniez vos enfants. Comme ça. Et il a dit ça, même il a presque pleuré. Parce que au début, nous on le traitait comme un collaborateur, un assassin. Mais après, on a vu que c'était pas vrai. On lui donnait la tête, il a donné un bras. Vous comprenez? Parce que lui, il savait qu'est-ce qui se passait. Alors, il a tout fait pour préserver les gens dans le ghetto. Vous comprenez? Avec le travail, tout ça. Parce que, je vous ai dit, le directeur allemand qui régnait dans le ghetto, Hans Biboff, lui était bien avec Rumkowski et ils ont négocié. Quand les Allemands ils ont demandé tant et tant de personnes, donc ils négociaient avec lui. Au lieu de donner 1000 personnes, il donnait 500 personnes. Vous voyez, il a tout fait. Mais ça, dans le ghetto, tout ça, nous on le prenait, surtout à la fin, on les prenait pour un collaborateur. Et maintenant, après la guerre, on a compris que c'est pas vrai. Il a tout essayé pour préserver tout ce qu'il pouvait. Il ne pouvait pas faire autrement. Sinon, on le liquidait comme on a liquidé les autres ghettos. Le ghetto de l'autre, c'était un des premiers et un des derniers ghettos.
C'est grâce à ça. Vous pensez que c'est grâce à Rumkowski si Ah le oui, ghetto n'a pas été liquidé avant Ah oui, 1944? oui, 100%. 100%, sinon, il a tout fait pour acheminer des choses que les Allemands savaient, que Bivov il réclamait. Il a tout fait. Vraiment, et moi je crois. Mais en même temps, comment est-ce que vous expliquez sa mégalomanie, le fait qu'il ait fait des billets à son effigie, que... Mais ça va, bon, vous savez, n'importe comment il fallait faire des billets. Parce que les Allemands, ils ne voulaient pas qu'on aille des marques, des Deutschmark. Alors on a fait des billets à cette effigie. Vous comprenez, mais... Comment ils s'appelaient ces billets d'ailleurs? Comment est-ce que vous les appeliez? Le Rumkis. Voilà. On appelait ça le Rumkis parce que lui s'appelait Rumkowski, on a surnommé le Rumkis. Voilà, il y avait des billets, les pièces qui passaient, on payait avec ça et tout. Nous, dans l'usine, on était payé avec ça tous les mois. L'usine, on touchait l'argent et la nourriture, les soupes de midi, quoi. Ça, c'est dans l'usine. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec votre jeune frère Henri, donc finalement? Alors, on l'a pris. Alors, comme les Allemands, ils ont vu que ça ne marche pas assez vite, c'est en 1942, on n'avait pas le droit de quitter la maison. Tout était bouclé, chacun devait rester chez lui. Et la police, il n'arrivait pas à faire le travail parce que le maire ne voulait pas donner l'enfant. Il y avait des bagarres, c'était terrible. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont fait un sperre, ça veut dire, comment on dit, tout était bouclé, on n'avait pas le droit de sortir dans la rue. Et les Allemands sont venus eux-mêmes, dans les cours, faire descendre tout le monde dans la cour. Donc ils ont pris tout ce qu'ils voulaient. Plus âgés, moins âgés, enfin jusqu'à 10 ans, même plus. Ils ont pris plus. Voilà, alors, vous comprenez, c'est là qu'il a compris, Rumkowski, si les Allemands ils font, c'est pire. Et c'est comme ça, et pendant 8 jours, ils ont sorti tous les gosses, tous les malades, et beaucoup plus de gens plus âgés aussi. Ils ont pris, c'était en 1942 pendant les Sperre. On appelait ça les Sperre. Sperre, ça veut dire tout était bouclé et on n'avait pas le droit de sortir de chez lui, de chez soi. Alors votre frère, à cette époque, il a été emmené... Il avait 10 ans, oui. Il a été emmené où? Maintenant on le sait, mais avant on ne savait pas, à Cheumno. Ça s'appelait Cheumno, à 75 km de Lodz. Alors ils étaient par le tuyau d'échappement gazé déjà dans le camion avant d'arriver. Une partie, sinon ils étaient amenés là-bas. Moi personnellement, je me suis déjà rendu 3 fois là-bas à Cheumno, c'est à 75 km, où des enfants et tous les environs à côté de Cheumno étaient exterminés là-bas. C'était le premier chambre à gaz qui était là-bas à Cheumno. Et en 1942, est-ce qu'on entendait parler de Cheumno? Est-ce qu'on savait ce qui se passait? Rien du tout. C'est-à-dire que les enfants ou les vieux partaient? On ne savait pas. Rien du tout. On ne savait pas. Les déportations sont poursuivies et il y a notamment votre oncle, je crois, qui est parti. Oui, alors ça c'est aussi, ça c'est déjà l'hiver 42. Je me rappelle un de mes oncles, Lidl, avec sa femme et les 3 gosses. Il faisait froid, il y avait de la neige, c'était l'hiver. Ils avaient vers la gare, Marachine. Donc j'ai dit, avec ma sœur aînée, on est parti les accompagner. Il m'a dit, en yiddish bien sûr, parce qu'on parlait que yiddish, il me dit, Jo, Yossel, on ne sait pas où on va, qu'est-ce qu'on va devenir. Il faudra tout faire que quelqu'un reste vivant dans la famille. Vous voyez? Et Lazare a voulu, de toute la famille, c'est moi qui reste. Parce qu'on était 93 dans notre famille, on est resté 3. Un oncle qui était envoyé en 1943 du ghetto en Pologne, un endroit où fabriquaient les armes. Donc lui, il a travaillé là-bas. Et j'ai un autre cousin qui était en Russie, avec ses parents, qui est revenu. Donc on est 3 personnes, on est revenus sur les 93 personnes. On est resté vivants après la guerre, que j'ai retrouvé. Le livre que vous écrivez, que vous dites le ghetto si près de la mort, on finit par l'aimer. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'affection pour ces... Je sais pas, c'est vous qui écrivez ça dans le livre, et c'est notamment en liaison avec toutes les chansons que vous citez de Hershkovitz, en fait. Yank Hershkovitz, oui. C'est vrai ça. Son fils vit en Pologne. Il a un fils et je suis en contact avec son fils. Et la première fois que je l'ai vu, c'était en 1940. L'été 40, il est rentré dans notre cours. Il dit, c'est la première chanson qu'il a faite sur Rumkowski.
Il a dit, les enfants, aujourd'hui, j'ai une ration de chulent. Chulent, c'est la tafina. Pour cet samedi après-midi. J'ai une ration de tafina pour vous. Et c'est là qu'il a chanté la première chanson de Rumkowski Chaim, qui était presque comme l'hymne du ghetto de Lodz. Et après, chaque événement qu'il y avait dans le ghetto, il a fait une chanson. Chaque événement, il a fait beaucoup de chansons. Et Lazare a voulu, vraiment Lazare a voulu que du commencement jusqu'à la fin, je l'ai connu. C'est-à-dire, avec la première chanson, le samedi, qu'il est venu chez nous dans la cour, et après, quand chaque fois il sortait une chanson, je l'attendais. Et quand j'arrive à Auschwitz, je le retrouve à Auschwitz, il est avec moi, jusqu'à la libération, il a fait une seule chanson à Auschwitz. Dans le ghetto, il a fait, je ne sais pas, une quarantaine de chansons, une cinquantaine, mais à Auschwitz, il a fait une seule chanson, vraiment comme il faut, une chanson. Qu'est-ce qui se passe dans la journée, exactement? Mais c'est un tailleur de métier. C'était ni un poète, ni un musicien, rien. Et comment ça se fait? Il a fait des paroles qui rimaient. Chaque fois, dans ses chansons, les paroles les rimaient. Et en plus, il a ajouté une mélodie. Et c'est un tailleur de métier. Et voilà, il a fait ça. Et vous, ces chansons, elles étaient importantes? Enfin, vous les chantiez? C'était quelque chose qui vous accompagnait beaucoup? Ça nous faisait beaucoup de bien dans le ghetto. Vous savez, quand on allait avec la tête en bas, courbé, on avait froid, on avait faim, on avait la tête, tout ça. Et quand il venait avec une chanson comme ça, c'est comme il nous donnait un peu de vitamine, une piqûre. Ça nous faisait de bien. On chantait, on fredonnait ces chansons et c'était bien. Et Lazare a voulu. Regardez-moi, vraiment, j'ai beaucoup d'hasard dans ma vie. En 1963, je suis devenu français, je suis retourné en Pologne, construire des pierres tombales pour mes parents, pour mon père et ma mère. Et je suis au cimetière, qu'est-ce que je vois? Je vois Yankee. C'était le retrouvaille, l'embrassade, et depuis je suis resté en contact avec lui, tout le temps. En contact, jusqu'au 72, qui s'est suicidé. Son fils m'a écrit, et moi je suis en contact avec son fils jusqu'aujourd'hui. Et je le verrai même le mois prochain, quand je vais en Pologne. Mais, il y a à peu près, il faut que je regarde la date, je ne me rappelle pas, peut-être 8-9 ans, j'ai dit, un gars comme ça, qui a fait tellement de choses pour nous dans le ghetto, il ne faut pas l'oublier, j'ai édité toutes ces chansons yiddish, j'ai écrit les livres, toutes ces chansons yiddish, je les ai écrites, j'ai fait, je crois, 200 livres. Et il me reste encore peut-être 2-3 à Paris. Le reste, j'ai amené beaucoup en Israël, et dans le comité d'anciens des ghetto Lodz. Et de là-bas, ils ont distribué dans le monde entier. Ils ont envoyé ces livres dans le monde entier, les anciens qui étaient des ghetto Lodz, à sa mémoire. Parce que j'ai trouvé, moi, un gars comme ça, qui a fait des choses bien pour nous, il ne faut pas l'oublier. Et bien sûr, le fils aussi, j'ai envoyé les livres, tout ça. Et je vous dis, je suis en contact avec le fils tout le temps, tout le temps. Chaque fois que je vais en Pologne, je le vois. Je l'ai fait venir l'année dernière en France. Il est venu avec sa fille, voilà. Si on reprend la chronologie en fait du temps que vous avez passé dans le ghetto, en 42, c'est donc l'arrestation de votre frère, de votre petit frère. La même année, c'est l'arrestation, enfin la déportation de votre oncle, celui qui vous intime finalement l'ordre de survivre. Oui, c'était l'hiver 42. Et donc l'été 43, c'est la mort de votre mère. Ma mère, voilà, ça je vous dis que ça s'est passé aussi au août, comme mon père, mois d'août. Mais ma mère, elle a souffert. Ma mère a vraiment, vraiment souffert. La pauvre, vraiment, elle a souffert. Et je vous dis, tout ça, j'ai souhaité que ça meure parce que je ne voulais pas qu'elle souffre. Et ma mère avait 43 ans quand elle est morte. Et 45 ans. Oui, 45, 38 mon père, 45 ma mère. Parce que ma mère était plus âgée que 5 ans de mon père. Parce que je crois, je ne sais pas, comme ma mère était une fille très riche, mon père n'était pas tellement riche, et ma mère avait 5 ans plus âgée que mon père. Et à l'époque, ça se faisait comme ça, peut-être, parce qu'une fille riche, tout ça, peut-être il se mariait, je ne sais pas. Mais en tout cas, ma mère était plus âgée que mon père de 5 ans. Où est-ce que vos parents ont été enterrés, en fait? Dans le ghetto, dans le ghetto. C'est moi qui les ai enterrés, tous les deux. Et là, j'ai fait des tombes en 63, et là, il y a des ans, j'ai refait des autres tombes en granit noir.
Mais à l'époque, est-ce que c'était compliqué d'enterrer ses proches dans le ghetto? Non. Non. Compliqué, non, mais il D'avoir fallait... des tombes individuelles, je veux dire. Oui, on a individuel. En Pologne, c'est individuel. Oui, oui. Et l'emplacement, j'ai eu... Ma mère, elle avait très bon emplacement dans le centre, à côté Poznański, vous voyez. Mon père était un peu plus loin, on était un peu plus loin. Il y a à peu près une dizaine d'années, les Polonais, ils ont construit une route à côté. Donc j'ai fait déterrer mon père et je l'ai mis à côté de ma mère. Donc ma mère est à côté de mon père maintenant. Enfin, c'est-à-dire mon père à côté de ma mère, enfin, ça revient même. Donc vous êtes resté en fait avec votre sœur et votre frère, et Oui. puis il y a votre tante également qui Voilà. vient un petit peu prendre la place de De votre... ma Enfin, mère, oui, parce que quand on était à Constantine, c'est toujours ma tante qui s'occupait de nous. Elle nous a fait, on a grandi avec ma tante aussi. Parce qu'il était, où le gros machin, le week-end, les fêtes, on était souvent avec ma tante. Alors quand ma mère a décédé, bien sûr, elle est venue habiter chez nous, elle s'occupait de nous. elle s'occupait de vous, enfin, vous avez l'air de vous occuper pas mal de vous-même, je veux Oui, dire, oui, d'être oui, assez autonome il y quand avait, même. il y avait aussi ma sœur, mais mon frère, vous comprenez? Et donc ça veut dire que là, votre vie, en gros, jusqu'à août 1944, Oui. donc est-ce que vous travaillez tous les quatre Tout le monde travaillait. Sauf Jonathan, lui, ne travaillait pas. Mais tout le monde travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait toute la journée, votre petit frère, s'il travaillait pas? Il reste à la maison, je sais pas, bricoler, jouer, voilà. Mais il ne travaillait pas. D'accord. Moi, je travaillais, ma sœur, elle travaillait. Ma sœur était couturière et moi, j'étais dans la forge. Et au long de l'année 1944, est-ce que, parce qu'il y avait évidemment plein de nouvelles, des rumeurs, des choses qui circulaient dans le ghetto, mais j'imagine qu'au cours de l'année 1944, il y a des... Non, non, vous savez, mais tous les quelques mois, il y avait des... On a enlevé des gens du ghetto. On ne savait pas où on les amenait. On a vidé le ghetto tout doucement, tout doucement, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à bien sûr 44. Ça veut dire que à l'été 1944, il restait combien de personnes dans le ghetto? Exactement, je ne peux pas vous le dire, mais Environ, hein. il restait peut-être, je ne sais pas, 8000, je ne sais pas. Oui, pas plus. C'est-à-dire que ce ghetto qui avait été tellement surpeuplé, en Oui, fait, oui, oui, c'est vidé. Quand on a fermé le ghetto, il y en a qui disent que c'est 250 000. Moi, je crois qu'on était plutôt 300 000 parce que les gens de tous les villages, tout le monde est venu. Voilà. On a à peu près ça. Hein. Il y avait beaucoup de monde dans le ghetto. Au début, oui, s'il vous plaît. et est-ce que vous étiez beaucoup de très jeunes, parce que vous étiez quand même très jeune, à être resté jusqu'en août 44? Est-ce que il y avait beaucoup de jeunes, vous aviez quoi, 14 ans, 14-15 ans? Est-ce qu'il y avait Oui. beaucoup de jeunes comme vous? Il y avait, mais pas, je ne sais pas combien, mais il y en avait quand même, il y en avait. Si, il y en avait. Oui. Alors Il y, qu'est-ce en, qui... il y en a tous ceux qui ne sont pas morts ou ils n'étaient pas enlevés du ghetto pour être déportés quelque part, mais on était quand même. Enfin, moi, je sais, quand je suis arrivé à Birkenau, on était pas mal quand même. Je dis pas on était des masses, mais ça comptait quand même. Hein. Donc en 1944, est-ce que vous n'aviez pas le sentiment, enfin c'est difficile de se remettre évidemment dans l'état d'esprit de l'époque, mais est-ce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles quand même la guerre allait peut-être se terminer, enfin en Il y avait 44 des hein. bruits qui couraient, que les Russes, ils ont attaqué. On écoutait quand même, on savait quand même des choses. On s'est dit, on arrivera quand même à la fin. Et ça nous a fait beaucoup de bien, vous comprenez? On dit, si on a tenu le coup jusqu'à maintenant, il faut tenir le coup plus encore. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'arrestation en fait de votre sœur, de votre tante et de votre frère? Ah oui, que c'est un matin, je me suis réveillé pour aller dans un champ chercher le ravitaillement. Quand je suis revenu, ils ont tout le quartier vide. Tout 4-5 rues tout autour, ils ont vidé tout le monde. J'arrive, je trouve mon sac à dos parce qu'on avait quand même préparé tout. Qu'est-ce qu'on va venir? On savait qu'on va venir nous chercher. Donc, tous les sacs à dos étaient prêts pour tout le monde. Je rentre à la maison, je trouve mon sac à dos sur une chaise. Et la maison était vide. Alors, la première nuit, je voulais même pas dormir chez nous, dans la maison, dans l'appartement, j'ai dormi ailleurs. Et 2 jours après, je sors dans la rue, je retrouve mon voisin de palier.
vraiment mon voisin de palier, avec sa femme et son gosse. Donc on reste ensemble, elle a dit, moi je dis, moi je vais aller rejoindre, parce que nous on a quitté le ghetto l'avant-dernier convoi. Après nous, il n'y avait plus personne dans le ghetto, sauf tous ceux qui ont gardé quand même quelques centaines de personnes pour démonter les usines, pour récupérer les matériels, et ils sont restés, ils étaient d'ailleurs libérés avec les Russes, parce qu'ils avaient un grand travail à faire. Et nous, on est partis dans le centre du ghetto, et là, on est venu nous chercher, et on est arrivé à Birkenau. Quand on est arrivé à Birkenau, on ne savait rien. Lui est descendu du wagon avec moi, avec son fils et sa femme. Ils ont dit, les femmes et les enfants à part, et les hommes à part. Donc il a embrassé sa femme devant moi. Il a dit, rendez-vous après la guerre à la maison. On se doutait de rien. Et nous, on attendait sur place, et les femmes, ils sont parties avec les enfants. Ils sont partis. Et, d'un seul coup, on a dit, nous les hommes. Et figurez-vous, mon voisin de palier, les capots, les responsables de la zone. La zone, c'était l'endroit, jusqu'à la zone, on est un être humain, on possédait quelque chose, on avait tout ce qu'on avait sur soi. Une fois on arrivait là-bas, on était dépouillé de tout. De tout. On est devenu un numéro. On a tout pris. Il fallait tout donner. Mais juste pour revenir, pardon, sur votre arrivée, est-ce que vous avez vu des détenus, par exemple, qui vous ont parlé? Oui, tout de suite en arrivant, les gars, nous, les valises, on était obligés de rester dans le wagon, d'où les affaires. Et les gars qui déchargeaient ça, et on les appelait les Canada, les commandants de Canada. Il y a un qui s'est approché de moi, il me dit, quel âge as-tu? J'ai dit 15 ans. Si on te demande, tu as 17 ans. À côté de moi, il y avait quelqu'un qui avait un bandage sur le cou. Il dit, enlève le bandage. Tout de suite, tout en travaillant, il a crié, enlève vite ton bandage, comme ça. Vous voyez? Et c'est là, à ce moment-là, que mon voisin, il a dit au revoir à sa femme, il l'a embrassé. Et on nous a amenés vers la zone. On se doutait de rien, on ne savait rien. Et quand on arrive à la zone, le responsable de la zone, c'est un copain de mon voisin de palier. Et quand on est arrivé là-bas, il a dit, d'abord il nous a donné à boire, parce qu'on avait soif, parce qu'il se faisait chaud, on a voyagé, tout ça. Il nous a pris dans un coin, tout un petit groupe, donc Goldberg est avec nous. Il dit, les enfants, il faut que je vous dise quelque chose. Ici, il y a deux sorties. Ou vous sortez travailler en Allemagne le plus tôt possible, sinon il y a une autre sortie, c'est la cheminée. Vous ne sortirez pas la cheminée. Il nous a expliqué qu'est-ce qui se passe, qu'il existe une chambre à gaz. C'est là, à ce moment-là, on a su qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe à Auschwitz. Jusque-là, on ne s'en doutait pas. On ne savait pas vraiment la vérité. Là, il nous a appris la vérité. Quelle a été votre réaction? Vous vous souvenez quand vous avez appris ça, quand vous avez compris ça? Bien sûr, bien sûr. Et vous savez, quand on était déshabillé, on était rasé, on n'a plus la douche, et par 5, et qu'on nous amenait dans le camp des Gitans, mon voisin palier, qui était beaucoup plus âgé que moi, il tremblait comme ça. Moi, je tremblais pas, mais lui, il tremblait comme ça. Vous voyez, ça, je me rappelle aussi. Et on nous a acheminés dans le camp des Gitans, on est rentré dans le camp des Gitans. C'était déjà le soir, il faisait déjà nuit. Et le lendemain, on nous a mis dans un autre bloc. Et de temps en temps, les Allemands, ils sont venus ou faire des sélections, encore une fois, ou amener des gens travailler en Allemagne. Moi, personnellement, j'ai échappé à peu près 5 ou 6 sélections. 5 ou 6 sélections. Comment c'est possible? Enfin, c'est-à-dire... Oui. Mais juste, est-ce que je peux vous poser quelques questions quand même pour... Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous appelez le camp des Gitans, qui était donc à Birkenau, et où est-ce qu'il était situé géographiquement dans le camp? Qu'est-ce que c'était le camp des Gitans? Le camp à Birkenau, c'était grand, 42 km². Dans le camp, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a 30 et quelques blocs. Dans chaque camp, il y avait 30 et quelques blocs. Et dans chaque bloc, il y avait un capot, plus les responsables des blocs. Donc il y avait beaucoup de monde. Et les soupes, on touchait le pain le matin et les soupes à midi. Vous voyez, ça c'est tous les jours. Mais dans la journée, qu'est-ce qui se passait dans la journée?
Pourquoi on s'appelait le camp des gitans? Parce qu'avant nous, dans ces camps-là, il y avait des gitans. Ah, mais les gitans, c'était amenés des familles entières. Les enfants, les pères, les mères, tous avec les instruments de musique, tout, tout, tout. Il y en a même des femmes qui ont accouché dans le camp des gitans. Et d'un seul coup, on les a en 2 jours, tous exterminés du camp des gitans. Il s'est resté en allemand, Zigeunerlager, le camp des gitans. Donc c'est resté toujours, on appelait ça le camp des gitans. Où est-ce qu'il était par rapport, par exemple, à la zone, par rapport aussi au crématoire? De la chambre à gaz numéro 4, 150 mètres. Chambre numéro 5 aussi. Et chambre à gaz 2, 3 était beaucoup plus loin. Mais 5, 4 et 5, c'était très près de camp des gitans, à 150 mètres, pas plus. Ça, c'est sûr. Et quand on faisait des sélections chez nous, pour aller de chambre à gaz, normalement, on était enfermé dans un bloc. Et la nuit, il venait un camion nous chercher. Et ça s'est passé comme ça. Et moi, personnellement, je me suis échappé peut-être 4-5 fois des sélections. Une fois, j'ai vu, il y avait un responsable de bloc avec un ami à lui. Il a dit, tu prends ton fils, tu le fais passer par là. J'ai compris, donc j'ai fait la même chose. Et une fois, ils ont pris des gens, un otage, il y avait un poteau, ils ont cloué une planche. Tout ce qui était plus petit que cette planche, à gauche, vous voyez, tout de suite dans la chambre de gaz. Et moi, donc j'étais plus petit. Donc avant d'arriver là-bas, je n'ai pas fait la queue comme tout le monde. On est obligé de faire la queue comme tout le monde. Je suis foutu le camp. Et vers le fil barbelé qui donnait à côté le rail où le train arrivait, il y avait une fosse tout le long. Je suis rentré dans une fosse comme ça, je me suis caché. Il y a un gars de Canada, il m'a vu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a une sélection dans le bloc. Il dit, reste là, mais reste le plus longtemps possible. Et après, tu rejoins ton bloc. Et sinon, demain, viens me voir dans mon bloc. Et c'est vrai, et le lendemain, je suis parti voir dans son bloc. Dans son bloc, on ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Et dans leur bloc, il y avait de tout. À boire, à manger, des cigarettes, de l'or, des dollars, tout. Parce que, ils descendaient les valises. Et c'est eux qui triaient tout ce qu'il y avait dans les valises. Parce que, il y avait beaucoup. Et d'un seul coup, dans leur bloc, on ne pouvait pas rentrer. C'était gardé par un responsable. Et moi, il m'a dit, tu viens me rejoindre dans mon bloc. Et je ne pouvais pas rentrer. Et d'un seul coup, il arrive. Ah, il dit, c'est toi le petit qui était hier. Je dis oui. Donc, il m'a fait rentrer. Donc, je pouvais rester dans son bloc. Alors là aussi, j'avais à manger. Je sortais uniquement pour l'appel dans mon bloc, pour me compter. Et chaque fois, je sortais de manger, tout ça, je donnais. Et souvent, il m'a fait aller vers le fil barbelé où il y avait le rail. Il jetait à travers le fil barbelé des choses que je devais ramasser, mettre dans son lit à lui. Oui, alors, il y a un moment, je suis resté avec lui. Comment il s'appelait, lui? Mottering. Mottering. Et un jour, je suis aligné. Moi, j'étais déjà inscrit pour travailler en Allemagne, dans la météorologie. Et un jour, on est alignés tous pour aller travailler en Allemagne. Et au même moment où nous allions sortir, lui, il rentre de son travail. Il me voit, il se donne une gifle comme ça. Alors, je ne te verrai plus, comme ça. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et lui m'a beaucoup aidé, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, en rencontrant d'une part le capot de la zone, oui. Comment il s'appelait d'ailleurs ce capot de la zone Mottering. L'autre, le premier, le capot de la zone... Mottering. Ah non, non, c'est vrai, oh là là, il avait un surnom. Moïse peut-être. Moïse Khousset. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Chassid, un gars qui est très pieux. C'est un surnom qu'il avait, c'était pas son vrai nom. Pourquoi est-ce qu'on le surnommait comme ça? En Pologne, oh là là, surtout un peu dans le milieu, tout le monde avait un surnom. Il avait un surnom, Moïse Khousset. On l'appelait Moïse Khousset. Il était très gentil, vous comprenez? Il était gentil, non, vraiment. Ça, c'est le capot de la zone qui vous a pris sous sa protection avec les 5 autres, qui étaient tous des boulangers, en fait. Voilà. De Lodz. Sauf 2 qui n'étaient pas boulangers, mais les 3 étaient boulangers, c'est vrai. Et sinon, donc, ça veut dire que vous passiez la journée dans la baraque du Canada et que le matin... Voilà, je sortais pour l'appel. D'accord. Mais à manger, mais moi j'avais la fameuse sélection, moi j'avais une sélection qui était terrible dans la chambre à gaz. Moi j'avais aussi, j'avais une autre dans l'histoire avant aussi. Et dites-moi, qui est-ce que vous avez retrouvé d'autre au camp, par exemple? Votre copain du ghetto, Chaim? Chaim, c'était dramatique avec lui. Quand moi je suis arrivé à Birkenau, je suis arrivé peut-être une dizaine de jours
après lui. J'arrive à Birkenau, 2 jours après, je le retrouve avec son petit frère. Alors c'était le retrouvaille, l'embrassade. Et on a fait la même chose qu'on a fait dans le ghetto. Être les premiers pour avoir la soupe, premier pour avoir le pain. On se faufilait une autre fois, ou dans un autre bloc, donc on avait 3 rations de pain, 3 rations de soupe, et son petit frère nous gardait ça. Comment est-ce que vous faisiez? C'est-à-dire, comment est-ce que vous faisiez, On par était exemple? toujours parmi les premiers, et après on se faufilait une autre fois, sans se faire remarquer. Des fois on recevait des coups, hein, parce que les gars, il a vu, tu es déjà passé, vous voyez, mais on prenait des risques, et des fois on allait dans un autre bloc. Et on faisait ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il faut que je dise la vérité, à Birkenau, j'avais presque pas faim. J'avais plus faim dans le ghetto. Je n'ai pas souffert dans le faim du ghetto. Dans le Birkenau, dans le ghetto, je souffrais plus. Parce que j'avais une soupe, c'était épais. Vous savez, tout était tout mélangé, les soupes. Il ne faut pas croire, tout était mélangé. Mais il fallait manger. Et il fallait se débrouiller. Vous saviez vous débrouiller quand même. Ça oui. Des fois, tous les astuces étaient bonnes. Et j'arrive, et un jour, il y a une sélection, on lui prend son petit frère. Moi, j'étais déjà, une fois, on m'a pris dans une sélection aussi. J'étais enfermé dans un bloc la nuit et oui, je ne sais pas si vous ne connaissez pas, à Birkenau, dans les blocs, il y avait des petites fenêtres là-haut parce que c'est des baraques des chevaux, c'est avant la guerre. Et je me suis échappé par une petite fenêtre et au même moment que j'allais sortir, quelqu'un m'a attrapé une jambe et avec l'autre jambe, je sais pas, je donne un coup, je ne sais pas comment j'ai fait, il m'a lâché prise et je me suis sauvé. Alors j'ai dit, Chaim, on va courir autour des blocs, on va crier qu'il fasse la même chose que moi j'ai fait. Et on criait, et comme ça faisait des bruits dedans, il criait, il pleurait dedans, et nous on criait de l'extérieur, on n'arrivait pas. Alors il me fait comme ça, tu sais, il n'a pas de père, c'est moi qui remplace son père. Je ne peux pas le laisser aller dans la chambre de gaz tout seul. Lui, il avait 16 ans et demi, son frère, il avait 13 ans et demi. J'ai dit, Chaim, nous on a une chance de sortir travailler en Allemagne. Oui, je sais. J'ai parlé avec lui, j'ai tout fait d'un seul coup. Je l'ai caressé, j'ai tout fait. D'un seul coup, il m'a repoussé de force. Il m'a dit, tu ne vas pas dicter ma conduite. J'ai décidé, je ne veux pas qu'elle aille tout seul dans la chambre à gaz. Je l'accompagne. Il m'a repoussé de force. Il est parti voir le responsable du bloc. Laissez-moi rentrer, je veux rejoindre mon frère. Il est parti, il m'a laissé. Et à ce moment-là, c'est comme la moitié de moi qui partait. Ça me faisait très, très mal. Et à l'époque, je pensais, la chose que je pense à l'époque, regarde, il est parti, il n'a même pas dit au revoir, il ne m'a même pas embrassé. Et ça m'a fait mal au cœur aussi, à l'époque, parce qu'il est parti, et je suis resté tout seul. Et comme ça, il m'a quitté. Et là, j'ai perdu Chaim, pour moi, c'était comme un frère, parce que pendant des années, on a fait des choses ensemble, et voilà, malheureusement, Lazare a voulu comme ça, il ne voulait pas que son frère aille tout seul. Il est parti, il m'a laissé tomber, et je suis resté tout seul. Et peut-être, je ne sais pas, 3 semaines après, je suis parti en Allemagne. Et quand je suis parti en Allemagne, quand je vous ai dit, Mottering, il est rentré, nous on sortait, il se voit, il s'est donné une gifle, alors je ne le reverrai plus, et je ne l'ai pas revenu. Après la guerre, j'ai cherché quand même, je n'ai pas trouvé. Parce qu'il s'appelait vraiment, c'était son vrai nom, Mottering. Je n'ai pas trouvé. Par contre, les capots du ghetto, de la zone, était à Paris, je l'ai vu à Paris avec Goldberg après la libération, il était là. Mais lui, il était honnête, il était correct. On le connaissait. Il vivait en Allemagne, et un jour, il est venu voir chez Goldberg, et Goldberg m'a appelé, et c'était, je crois, on avait vu, même au théâtre juif, on est parti voir une pièce de théâtre ensemble. Voilà. J'ai une question qui est... est-ce que... pour vous qui avez connu toute la difficulté de la vie au ghetto, enfin, qui était déjà quand même affreuse, enfin, est-ce que Birkenau, c'est une rupture, ou est-ce que est-ce que vous êtes, c'est-à-dire par exemple, quand on interroge, tout simplement, quand j'interroge des Juifs de France, ils arrivent de Paris, évidemment, ils ont connu Drancy, mais quand ils débarquent à Auschwitz, c'est complètement une autre planète. Est-ce que pour vous, quand vous êtes arrivé à Birkenau, c'était une autre planète, comme ça a pu l'être, par exemple, pour des Juifs français, ou vous pensez que comme vous connaissiez déjà la vie du ghetto, que vous aviez déjà survécu, en fait, déjà pendant 4 ans, que c'était plus, que ça a été un choc pareil que pour les Juifs français, par exemple? Non, c'était pas un choc. Birkenau, c'était pas un choc, c'était comme un deuxième ghetto. Vous voyez, pour moi, c'était pas un choc.
Mais on savait qu'il fallait partir d'ici le plus tôt possible. C'est ça que nous travaillions. Dans la tête, c'était ça. Quand on vient chercher des ouvriers pour ça, pour cet métier, il faut essayer de partir le plus tôt possible. Par contre, vous voyez, mon voisin de palier, il n'est pas resté 8 jours avec moi au Birkenau. Tout de suite, il est parti travailler en Allemagne. Quand je l'ai vu partir, il m'embrassait, il m'a dit j'espère qu'on va se voir après la guerre. On ne s'est jamais revu. Il est mort en travaillant ou par maladie, je ne peux pas savoir. Mais je l'ai toujours cherché, je ne l'ai jamais trouvé. Et dans le camp, où vous étiez, il n'y avait que des gens de Lodz ou il y avait d'autres juifs? Il y avait d'autres juifs. De toutes les nationalités? Non, il y avait beaucoup d'Hongrois. Polonais et Hongrois. D'accord. Beaucoup Hongrois. Parce que c'était l'époque, évidemment, où arrivaient tous les Hongrois? Oui. Beaucoup d'Hongrois sont arrivés. Et il y avait des Français, par exemple? Il y avait des Hollandais? Non. Ça, j'ai eu en Allemagne, mais à Birkenau, non. En Allemagne, oui, mais à Birkenau, non. Alors, vous étiez particulièrement exposé parce qu'en fait, vous ne travailliez pas. Avant de partir dans le commando de travail en Allemagne, c'est ça qui était dangereux. C'est pour ça les sélections vous visaient particulièrement. Alors, je vous dis, la fameuse sélection qui était terrible, c'est un samedi après-midi. Samedi après-midi, il y a un RSS, un officier, qui rentrait avec une dizaine d'SS, je sais pas, 3-4 chiens aussi. Ils ont dit au capot, tous les gens, il faut sortir sur place d'appel. Il a ramassé, je ne sais pas, jamais su, on n'a jamais su. Ou on était 400 ou 600, je ne sais pas. Il fallait s'aligner par 5 et on nous amène. Donc nous on dit, ça y est, c'est la fin. C'est fini. Parce qu'avant, quand on nous enferme dans le bloc la nuit, on savait qu'on va dans la chambre à gaz, on peut s'enfuir, on ne peut pas s'enfuir. Mais là, encadré avec les Allemands, avec les chiens, avec les fouets, on a dit, là, ils nous amènent dans la chambre à gaz. Donc, on criait, on suffoquait, on pleurait, c'était terrible. Ils nous amenaient à pied jusqu'à la chambre à gaz numéro 4. Dans l'enceinte, dans la chambre à gaz numéro 4, il y a un moment où on a entrevu quelques hommes de commando, c'est-à-dire les gars qui travaillaient dedans. Et d'un seul coup, on nous a fait déshabiller à l'extérieur. Déshabiller à l'extérieur, et avec les coups de fouet, avec les chiens contre nous. On nous a ouvert une porte, on nous a fait rentrer dans la chambre à gaz. Alors là, on dit, c'est fini. On a pleuré, on a crié, on a suffoqué. C'était terrible. C'était noir. Et combien de temps que ça durait? On voyait les petites lumières là, avec les grillagés comme ça. Et on tremblait, on criait. C'était horrible. Mais qu'est-ce qui m'a marqué? Qu'est-ce que je ne peux pas oublier? Je n'oublierai jamais. À côté de moi, il y avait aussi un groupe de juifs hongrois. Et ils ne pleuraient pas. Ils ont fait la prière des morts, le Shema Israël et des psaumes de Tilim, calmement. Nous on dit, c'est des choses qui m'ont marqué. On sait, on va partir, dans un moment, on n'est plus là, et ils font calmement les prières. Et ça s'est passé comme ça. Et d'un seul coup, la porte est ouverte, alles raus, tout le monde dort, il y a 53, il ferme la porte. Il dit, 2 minutes anziehen, 2 minutes s'habiller, Antreten, cela se einhaken, se rassembler, se ranger. On était 53. On nous a ramenés dans le camp des Gitans. On nous a enfermés dans le bloc 26. Tous les capots, il y en avait, hein, tous les responsables des blocs, tous, ils ont venu nous questionner. Ça dirait peut-être une journée et demie. On nous amenait à boire, à manger à gogo. Ça durait 2 jours et demi, on était enfermés comme ça. On sortait pour l'appel ou dans les water, accompagné dans le water par 5, accompagné avec des responsables. Et on a dit, ça y est, ils vont venir nous reprendre tout ça. Et au bout de 2 jours et demi, après l'appel, le capot dit, tout le monde peut rejoindre son bloc. On a rejoint notre bloc. Et là, on a su qu'est-ce qui s'est passé. Jusque-là, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mengeles, c'était le médecin-chef d'Auschwitz. Il y avait une centaine d'autres médecins aussi. La sélection, c'est que des médecins ils faisaient. Et comme Mengele n'était pas là, un autre officier, un peu ivre, il a pris des autres SS, il a fait ses sélections, fameuses sélections. Et quand Mengele est arrivé, il a fait le rapport que l'autre il est parti faire une sélection, à coup de nerfs, il s'est fâché. Sans ma permission, on a fait les sélections. Il est arrivé sur place. Il y en a qui ont dit qu'il a reçu un coup de fouet, l'autre SS. Il y en a qui ont dit qu'il a reçu une gifle. Et pour se venger, il a ouvert la porte et il a dit tout le monde dort, alles raus.
Et ça, c'est une histoire qui est arrivée une seule fois depuis Auschwitz existe. Jamais arrivé, jamais, jamais. Sortir vivre dans la chambre à gaz. Il y a des choses. Moi, j'étais ici. Il y avait un endroit là-bas, beaucoup un peu plus loin. J'ai vu Mengele, il s'approche de quelqu'un. Et j'ai vu qu'il a fait une geste comme ça. Un gars, ma grandeur à moi. C'est tout. Et moi, après la guerre, j'ai cherché des gens qui étaient dans la famille sélection, qui sont sortis de la chambre de gaz. J'ai toujours cherché, j'en ai retrouvé deux. Un en Australie, un en Israël. Quand j'ai trouvé, mais c'est par hasard, j'étais en Suisse en sport d'hiver il y a peut-être une vingtaine d'années, oui, peut-être même plus que 20 ans, peut-être 25 ans. À côté de moi, il y a un gars, Feldman, Michel Feldman, je ne sais pas si vous connaissez, a déporté aussi des ghettos de Lodz. Je suis assis avec un doutier de Lodz. Ah bon, moi aussi. Et après Birkenau, moi aussi. Et après Braunschweig. Je dis, comment Braunschweig? Mais moi aussi. Je dis, où tu as travaillé Braunschweig? Lui a fait Fechelde. Alors moi je lui dis, à Fechelde travaillait les kleine Hermann, les petits Hermann. On l'appelait le petit Hermann. Petit Hermann, moi je l'ai vu, je ne l'ai jamais parlé. Jamais, jamais, jamais je l'ai parlé. Mais je savais que c'était toute une histoire. Il faut que j'arrive en arrière maintenant. En 1938, pardon, j'étais chez un oncle. Et j'étais dans un magasin de mon oncle de tissus. Et je vois arriver une voiture avec une calèche, avec des chevaux, tout ça. Et je vois des gens qui descendent, bien habillés, avec des valises, tout ça. Et je vois un petit garçon, pantalon golf, casquette, tout ça. Moi, j'étais habillé avec mon caftan noir, tout ça. Et je les vois comme ça, il m'a marqué, c'est comme, je sais pas, il m'a fait un flash. Et ils ont monté des valises en face, au deuxième étage. Et moi, de temps en temps, je les voyais, lui marcher dans la rue, avec sa sœur et son père. Une fois, on ferme le ghetto. Je les vois toujours marcher. Et je sais où ils travaillent. Tout ça. Et j'arrive à Birkenau. Il chantait bien. Il a chanté très bon, vraiment bien. Et je l'ai vu chanter en Birkenau. Je l'ai vu chanter, je l'attendais chanter. Et là, dans la chambre à gaz, je vois de loin que Mengele s'approche de lui. Il a fait ces gestes-là. Moi, je ne savais pas que c'était lui, mais c'était plus loin. Là, je ne l'ai pas reconnu. Et avec mon copain, quand il me dit, à Fechelde, je dis, le petit Hermann il travaille là-bas. Il me dit, oui, il vit en Israël. Maintenant, il est en Israël. Donc, je sais qu'il vit en Israël. C'est tout. Et un jour, je suis à la mer Morte, en Israël. Je suis dans l'eau, comme ça, à la mer Morte. Et je vois un gars, je dis, d'où tu es? Il me dit, Tchécoslovaquie. Ah ben, je dis, moi, je suis de Pologne. Il dit, moi, de Tchécoslovaquie, ils m'ont amené dans le ghetto de Lodz. Ah ben, je dis, moi aussi, j'étais dans le ghetto de Lodz. Et après à Auschwitz, Birkenau, je dis, moi aussi. Après, il me dit, Braunschweig. Je dis, comment Braunschweig? Mais moi aussi. Où tu as travaillé à Braunschweig? Il me dit, Fechelde. Elle dit, où il y avait les petits Hermann. Il dit, oui. Il me dit, alors moi je lui dis, il vit en Israël. Je dis, bien sûr, je sais, il est directeur de Delta Airlines en Israël. Je dis, écoute-moi bien, moi je vais le voir. Je rentre demain à Tel Aviv et je te téléphone. Et je te donne son numéro de téléphone. OK. Et j'ai pris ses coordonnées. J'arrive à Tel Aviv, on ne me téléphone pas, il n'y est là. Et j'arrive à Paris, je décroche le téléphone. Je dis, tu sais, tu n'es pas à Talon Besséide, on est vrai, tu n'es pas en ordre, toi. Tu m'as promis le téléphone de Kleine Hermann. Excuse-moi, il a changé de bureau. Mais demain, je te donne le téléphone. Le lendemain, on me téléphone dans un mauvais français. Monsieur Vachblatt, je vous téléphone de la part de Kaufmann. Je dis, toi, t'es Hermann. Il dit, oui, mais je ne m'appelle plus Hermann. Je m'appelle avant Hermann. Je m'appelle Zvi Goldberg. Je dis, d'accord pour Zvi Goldberg. Je peux te dire quelque chose? Il me dit, oui, j'ai le temps. Alors, je raconte toute l'histoire. Tu es arrivé en 38 à Lodz, telle rue, tu habitais telle maison, tel étage. Je raconte tout.
Tout, tout, tout. Après, tu arrives à Braunschweig, tu as travaillé à Fechelbe. Il dit, comment? Tu connais toute mon histoire et moi, je ne te connais pas? Je dis, non, tu m'as jamais vu. Moi, je t'ai vu, mais tu m'as jamais vu, on ne s'est jamais parlé. Je dis, tu viens pas de temps en temps à Paris? Il dit, je viens souvent à Paris. Il dit, dans un mois, je suis à Paris. C'était au mois de juin, je dis, dans un mois, je suis à Deauville. Il dit, je connais Deauville. Je suis à Deauville, téléphone sonne. Je suis, je suis à Paris. J'arrive dans ma Deauville. Il arrive dans ma Deauville, bien sûr, en descendant du train. Bon, de la façon qu'il marchait, il cherchait. Je m'approche de lui, et on s'embrasse et tout ça. Et on s'assoit à Deauville, on commence à parler. Et on raconte notre histoire. Je dis, tu te rappelles la sélection de la chambre à gaz? Il dit, comment si j'étais dedans? Je dis, comment tu étais dedans? Moi, j'étais dedans. Et on commence à parler. Tu n'as pas vu Mengele s'il s'approchait de moi? Il m'a posé des questions et il m'a dit, quel âge que tu as? Et j'ai dit, je peux travailler, je suis fort. Et j'ai ouvert la chemise, je l'ai monté comme ça. Je dis, c'était toi? Oui. Il m'a demandé, comment ça se fait que tu parles bien allemand? Il dit, parce que j'étais né à Danzig, parce que j'étais un juif allemand. Et comme ça, j'ai appris qu'elle était avec moi dans la chambre à gaz, Zvi Goldberg. Et je suis en Israël et je raconte l'histoire ça à un ami à moi. Je dis, tu sais quoi, moi je t'envoie une équipe pour qu'on te filme. Demain. Je dis, d'accord, je vais venir Herman ici. Dans ce coup, il me téléphone. Oui, moi j'invite Herman chez moi à la maison avec des autres amis qui ont été déportés au même endroit. Et les gars me téléphonent, là, les gars de l'équipe pour filmer, ils ne peuvent pas. Et au même moment, j'ai un diplomate qui arrive de l'étranger, un Israélien. Je lui dis, tu sais, demain à la maison chez moi, je retrouve quelqu'un qu'on ne s'est pas vu 40 ans. Et un gars qu'on a une histoire terrible. Tu sais quoi, moi je t'envoie une équipe de télévision. Ils m'ont envoyé une équipe de télévision, ils sont venus. Alors là, ma femme m'a dit, tu es fou, qu'est-ce qu'il a fait venir? Le gars, il était gros comme ça. Ils sont venus à 4 avec des lampes, avec des projecteurs, avec des micros, tout ça. Ma femme me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, ça fait rien, chut, tu vas voir, sois calme. Et on est venu, beaucoup d'amis, ils nous ont filmés. Moi, j'ai raconté l'histoire en français et lui, il a raconté l'histoire en hébreu. Toute l'histoire en hébreu. Il a raconté. Bon, on était content et tout ça. Et chaque fois que je suis arrivé en Israël, je laisse tout tomber, j'étais avec lui, tout le temps, tout le temps. Et d'un seul coup, il m'appelle, il dit, il travaillait à El Al, en bas d'El Al à Tel Aviv. Il dit, viens, on va boire un café. Et là, il me dit, il faut que je te dise quelque chose, j'ai un cancer au pancréas. Et on ne peut rien faire pour moi. Et je suis resté avec lui, d'où je l'ai quitté, et quelques jours après, je reçois un coup de fil, il est décédé. Ça, bien sûr, ça m'a fait mal. Et celui-là d'Australie, j'ai eu la même chose. Lui, il avait une autre histoire, mais celui-là d'Australie, moi j'étais un débrouillard, j'étais zéro dans le coin, j'étais zéro à côté de lui. Lui, il regardait quelqu'un avec les yeux, il est déshabillé. Il avait une force de nature, tout point de vue. Pour voler, c'était numéro un, tout. Et à la fin, il est devenu pieux. Parce que moi, j'avais un problème avec mon beau-fils qui est tombé malade gravement. Et je lui ai téléphoné en Australie. Et je lui ai dit, voilà, j'ai un problème avec mon beau-fils, tout ça. Dis-moi son nom, j'irai à la synagogue, je vais faire une prière pour lui. Lui, moi, il est devenu plus pieux que moi. Parce que lui, un gars qui était presque athée, il est devenu pieux en vieillissant. À la fin, il ne pouvait même pas respirer pour porter une bouteille d'oxygène, tout ça. Et une fois, à 3 h du matin, sa fille m'a téléphoné. À 3 h du matin, j'ai mauvaise nouvelle, papa est décédé. Donc j'ai perdu en 99. Dans la même année, tous les deux, j'ai perdu. C'était les deux seuls que j'ai trouvés dans la chambre à gaz. Voilà. Cet Australien, il venait de Lodz? Le plus noir, jusqu'à... Eh oui. Si on revient à ce moment, donc, où en fait vous avez survécu de façon complètement miraculeuse à cette sélection, vous êtes donc mis à l'écart, enfin, parce que personne n'avait le droit de savoir, enfin, personne n'était jamais revenu, enfin, personne n'avait le droit de savoir ce qui se passait du côté des crématoires, normalement. Ben oui. Et des chambres à gaz, mis à part les Sonderkommandos. C'est pour ça, nous, on avait peur.
Nous, on avait peur. Quand on a fermé des blocs pendant 2 jours et demi, on avait peur. On dit, qu'est-ce qu'on va devenir? Et Lazare a voulu, c'était comme ça. Et après, on est parti travailler en Allemagne, et voilà. Avant juste de parler de la manière dont vous êtes parti travailler en Allemagne, euh, est-ce que vous avez été, parce que vous étiez donc dans le camp E, c'est ça, donc Oui, camp Dijon. à côté des crématoires, Oui. est-ce que vous avez pu voir, enfin, ou pu entendre parler de ce qui s'est passé au moment de la révolte des Sonderkommandos? Tout de suite, c'était 8 jours après de nous. 8 jours après, les centres de commandant. Donc en octobre 44. Faut que je vous dise aussi, et vous savez, il y avait une usine en face Auschwitz. Entre Auschwitz et Birkenau, il y avait une usine où les femmes travaillaient. Dedans, ils ont travaillé avec la dynamite, ils préparaient la dynamite, ils fabriquaient la dynamite là-bas. Et il y avait 4 femmes polonaises, juives. Ils ont mis de la dynamite, la poudre dans les ourlets d'Égypte. Dans les ourlets d'Égypte, comme ça. Et comme ça, d'un commando à l'autre, il y avait quand même une résistance. C'était acheminé vers la chambre de gaz numéro 4. Et vous savez, quelques mois après, 1 mois ou 2, eux-mêmes, ils étaient gazés, les Sonderkommando. Donc, ils ont reçu ça, et c'est eux qui sont révoltés. Ils ont fait sauter la chambre de gaz numéro 4. Ils ont tué des SS, ils sont sauvés. On les a attrapés de nouveau. Une partie dans les bois, et une partie dans un village. On les a ramenés et ils étaient tués après à Auschwitz, à Birkenau. Et vous avez entendu les coups, Oui, on a attendu, bien sûr, on a attendu, on a vu. Faut que je vous dise, je m'excuse, faut que je vous dise autre chose. Vous voyez, il y a des choses qu'on oublie, ça revient. Un jour, et ça c'est quand même important. Il pleuvait légèrement, j'étais à côté du bloc par terre comme ça et je voyais les dés cheminer, que la fumée sortait. Et je dis, comme je suis content que j'ai enterré mon père et ma mère dans le ghetto, qui ne sont pas passés par la cheminée. Il est arrivé à un moment dans la vie que j'étais content qu'ils sont morts, qu'ils ne sont pas passés par la cheminée, vous voyez. À l'époque, c'était comme ça, c'était une image comme ça. Malheureusement, c'était comme ça. Et vraiment, j'étais content qu'ils étaient morts, et ils sont passés par la cheminée. C'est ça que je voulais vous dire aussi. C'était pour moi très important. Et cette révolte des Sonderkommandos, vous avez entendu, Ah, si, on a vu même des SS courir, on a vu quelque chose qui ne va pas. Mais on a entendu le bruit, c'était... Je veux dire, au vol d'oiseau, c'est 100 mètres. Mais vous vous êtes dit quoi? Parce que c'était quand même un événement insensé pour vous, d'avoir des détenus qui seraient... Enfin, des déportés qui se... Oui, ben, on a dit, c'est comme ça nous a donné une force. On dit n'importe comment, on arrive presque vers la fin. Vous comprenez? Bon, et... Un mois, je suis encore resté après ça, je suis encore resté 1 mois. Hein. 1 mois, et après je suis parti en Allemagne. Un mois en sursis, en fait, parce que vous oui, attendiez oui. tout le temps à être... Oui. Ah bah oui. Et en non, fait... c'est-à-dire, nous, les gars, quand on est sortis de la chambre de gaz, on était éparpillés. On n'était plus ensemble. Chacun dans son bloc. Hein. Chacun dans son bloc. Vous comprenez? Moi, je suis resté avec le kleine Hermann, hein, et Jacques. Nous étions dans le même bloc. Là, ils étaient avec le même bloc. Les autres, peut-être encore 1 ou 2, et tous les autres éparpillés, chacun dans leur bloc. D'accord. Et là, vous êtes Nous, on resté est inscrits pour partir travailler en Allemagne. Et comment vous avez été sélectionné pour partir en Allemagne? Un jour, on a cherché un gars qui venait, un ingénieur qui venait, tous ceux qui ont travaillé dans la métallurgie. Alors, je dis moi, parce que dans le ghetto, je travaillais dedans, donc on s'est inscrit. On a inscrit notre nom, et un jour, on nous a appelés. Après l'appel, on nous a appelés, tous ceux qui ont machin, il faut se mettre là, et on est parti jusqu'à la sortie vers... peut-être à 100 mètres de la sortie de Ségolène Lague, de bloc E, et on attendait jusqu'à ce qu'on est venu nous chercher. Et c'est là que lui de Canada, qui est rentré de son travail, qui s'est donné une gifle, je ne te verrai plus. Mottering. Voilà. Et je suis parti en Allemagne, 8 jours de train, jusqu'à Braunschweig. Il y avait qui dans ce commando-là que vous connaissiez? Oh ben, il y avait, bien sûr, il y avait déjà eux deux, plus il y en était plusieurs. Il y avait tout mon groupe était là. Favre, Goldberg était là, et Cantor était là. On était comme nous, tout notre groupe était là, ensemble. Des gens du ghetto de Lodz? Ah oui, on était tous des ghettos de Lodz. Tous des ghettos Dans ce commando-là, il n'y avait pas d'autres, déportés? Non, il y avait uniquement des ghettos de Lodz, presque. Peut-être il y avait 1 ou 2 dans les villages à côté, mais beaucoup de Lodz. Et vous aviez quel âge? Vous étiez combien? Vous aviez entre quel âge et quel âge à peu près?
Bon, il y avait quoi? Il y avait... Notre âge, c'était 15 ans, 40 ans, à peu près mélangé comme ça. Et vous étiez combien d'hommes? Oh, là, on est parti, on était à peu près, je sais pas, une centaine, pas loin de centaine. D'accord. Oui, Donc vous avez voyagé pendant 8 jours. 8 jours, oui. On s'arrêtait, bon, on descendait, on volait des ritabagas des autres trams, enfin, tout ce qu'on pouvait, jusqu'on arrivait à Famane, tout ça. Très affamé, mais quand on est arrivé là-bas, dans un camp, tout de suite des douches, on nous a donné des autres vêtements, et voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, Là, comment... on est parti travailler dans les usines, mélangés avec des civils. Hein. Donc, il y avait des Français, des Russes, il y avait tout, des civils mélangés. On était accompagnés avec les SS. C'est là, à Braunschweig même, dans le camp même, c'est là que je volais une paire de bottes en allemand, que j'avais donné au cuisinier. J'ai négocié pour avoir des soupes pour tout le monde. Et dans le camion, qu'on partait travailler tout le matin, c'était à peu près 9 km de l'usine où on allait travailler. Donc on était escorté par un SS. Alors lui, il était assis là, et d'ici à là, il n'y avait personne, parce qu'il avait peur d'attraper des poux, parce que nous, on avait des poux. Alors, donc il y avait une distance libre. Et c'est là que j'ai vu qu'il sortait un paquet, il roulait une cigarette. Quand je vois ce paquet-là, oh la vache, comme ça, moi, je dis, là, il faut faire quelque chose. Et dans l'usine, il faisait le 100 pas, lui. Aller-retour, aller-retour. Et qu'on partait vers là, et sa sacoche était accrochée dans la guérite. Moi, je dis, il faut que je pique le tabac. Alors, quand je vois, il monte, alors je le suis, hop, et je rentre dans la guérite. Je rentre dans la guérite et je me plaque contre le mur. Et lui, il redevient. Et quand on redescend ce côté-là, je me plaque ce côté-là, parce qu'il va remonter. Et pendant qu'il remonte, je pique le paquet de tabac et je me sauve. Et le soir, quand je suis arrivé, le cuistot, je dis, on va négocier. Hein. Le paquet de tabac, ça, c'est une fortune. C'était une fortune. Voilà, des soupes à double ration pour tout le monde, et voilà. Il y a des choses comme ça, je faisais. J'ai mieux que ça. Enfin, pas mieux. Aussi, c'est fort. Là, c'était grave, parce que là, c'était une balle dans la tête. Mais l'autre, c'était moins grave. Je travaillais dans l'usine, on réparait des camions, et d'un seul coup, je vois un autocar qui rentre. Un autocar, il y a des mégots. Parce que moi, c'était le bureau tabac. C'est-à-dire, dans l'usine où je travaillais, quand je voyais quelqu'un passer avec une cigarette, je le suivais. Quand j'étais le mégot, je ramassais. Donc, comme j'avais 5 mégots, 7 mégots, 8 mégots, ça dépend. Donc, je négocie, je vendais ça aussi. Et moi, je dis, je vois l'autocar, je dis, il y a des mégots. Je monte. De temps en temps, je vois un mégot. Je dis, je vais aller chez le chauffeur. C'est vrai, j'arrive chez le chauffeur, vraiment, il y a le cendrier, elle est plein. Donc, d'un seul coup, je sens quelque chose. Je regarde, qu'est-ce que je vois? Une serviette en cuir. Une serviette en cuir. J'ouvre, qu'est-ce que je vois? Des pains noirs coupés, des pains coupés avec des sandous dedans. Ça me trouve mal. Qu'est-ce que je fais? Je ouvre la chemise, je mets un pain ici, un pain là, et je vais descendre. On siffle entre les rassemblement, parce qu'on quittait l'usine. Rassemblement. Et moi, j'ai la chemise comme ça. Dans la chaufferie, j'avais une cachette. Dans la chaufferie de l'usine, où il y avait le coq et le charbon. Je descends en vitesse, je sors un pain. Mais vous savez, il faut avoir un peu de chance dans la vie. Mais moi, j'avais un destin. Moi, je crois beaucoup au destin. Je pique, et je mets un pain, je mets un autre pain. Je prends le plaque en pain en fer, c'est la tôle, et je mets des charbons dessus. Et vite, je cours parce que il siffle le rassemblement, je cherche. Et à ce moment-là, il y a vous savez, dans l'usine, il y avait des fosses pour réparer les voitures. On descendait. Il y a un gars qui s'est endormi. Et nous, on déjà tous alignés, tout ça. Il manque une personne, ils ont compté. Alors, commence à crier, tout ça. Et d'un seul coup, on l'a trouvé, il a reçu des coups. Bon, on aligne, tout le monde est là. D'un seul coup, un SS qui arrive. Halt, on ne bouge pas. Il faut que je fouille. On a volé des pains. Tout le monde, la bouche ouverte. Il passe devant tout le monde, il regarde.
Et moi, je dis rien à personne. Bon, une fois, c'est fini, il a regardé. Notre capot, qui est un Allemand, le capot, il dit, pourquoi toujours les Juifs? Pourquoi tous les Juifs? Ici, il y a des Russes, il y a des Polonais, il y a des Français. Pourquoi toujours des Russes? Comme ça, le capot. Je dis, tiens, le capot, il nous défend maintenant. Comme ça. On arrive dans le camp, on descend du camion. Ah, on bouge pas, maintenant, moi, je vais fouiller. Le capot, il dit, maintenant, moi, je vais fouiller. Il est dans le baba, il commence à fouiller, il n'a rien trouvé. C'est tout. Et moi, je dis rien. Le lendemain, j'arrive à l'usine, je lève le charbon, je lève la tôle en fer, 2 morceaux, 4 morceaux, 6 morceaux, bon, j'ai bien mangé, je commence à me remplir, je monte. Il y a la fils de pute. Qu'est-ce qui se passe? Tiens, regarde. C'est toi! Ah non, c'est là qui me dit, fils de pute, c'est toi qui as fait ça! Comme ça. Et j'ai partagé un pelletin à tout le monde, à tout notre clan. Voilà. Et ça, c'est moi qui ai fait. Voilà, des coups comme ça, vous voyez. Moi, c'était ça. Je cherchais toujours à voler, à voler, à voler. Une fois, Goldberg, il avait la diarrhée. Il était malade. J'ai ouvert, moi, une petite ponderie en fer avec un... Pas avec le tenaille, j'avais une barre en fer. J'ai volé un petit pain. Je l'ai brûlé. Et je donne à Goldberg qui mange les cendres pour stopper la diarrhée. Ça, je l'ai fait pour Goldberg aussi une fois. J'ai fait ça. Non, ça, et je me rappelle, après la guerre, à Paris, on était rue de Rosier, il dit, vous êtes rien, vous. À côté de Joe, vous êtes rien. Si vous savez ce que Joe a fait dans le travail avec moi, il a raconté ça aux gens. Vous êtes rien à côté de Joe. Avant, Joe Goldberg, et pas vous, Félix Goldberg a dit ça. Non, on se partageait tout. Vous partagez tout. C'était important, cette solidarité entre vous? Ça, c'était formidable. Tout, pour les vêtements, tout. Même à Birkenau. Quand on sortait le matin, on voyait des gens qui se suicidaient. Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient aucune chance d'aller travailler en Allemagne, ils étaient malades ou maigres. Ils n'avaient aucune chance. Alors donc, c'est la chambre à gaz. Et comme ils ne voulaient pas passer à la chambre à gaz, ils se suicidaient. Ils sortaient la nuit, ils touchaient le fil barbelé. 2 minutes après, ils n'étaient plus là. Et nous, le matin, quand on s'est réveillés, on les décrochait. Il ne fallait pas toucher. Si on touchait, on passait avec. Parce que l'électricité passe à travers le corps. Donc, il fallait prendre le tissu, le pantalon, ou avec un bout de bois pour le décrocher. Et ça, souvent, on faisait ça pour récupérer les vêtements. Donc, on avait des chemises ou 3 paires de chaussettes, voilà. On faisait tout pour avoir plus de vêtements. Et aussi des morts. Des morts qui sont morts normalement aussi, on a enlevé les vêtements. Ça, c'était le travail dans le camp. Voilà. Toujours. Chaque fois, il y avait autre chose qui rentrait dans la tête qu'il fallait faire, et on faisait. Surtout en Allemagne. En Allemagne, quand on était avec des civils, c'était beaucoup moins grave. Il faut que je vous dise aussi, vous savez, il y a des choses qui reviennent, tout ça. Braunschweig était bombardé par les Anglais avec les bombes napalm. Ça n'explosait pas, ça brûlait. Ça, c'est à Braunschweig. Et quand il y avait un fligalarme, tout le monde rentrait dans le bunker. Les Allemands, tout le monde. Moi, non, jamais. Moi, je sortais de l'usine et je rentrais dans la maison pour voler. Les habits, là, j'avais des habits de sous-vêtements à gogo. Et une fois, je me rappelle que je suis rentré dans une maison, et la nourriture aussi, bien sûr. On piquait tout. Et je me rappelle, une fois, j'étais dans une maison qui brûlait. Alors, une Allemande et une femme, je les donne un coup de main. Elle me dit, regardez, les Allemands, ils foutent le camp, il y a des prisonniers qui me donnent un coup de main. Vous voyez? Et je volais tout ce que je pouvais aussi à Braunschweig. Mais vous aviez peur de rien, enfin c'est... Peur de rien. J'avais même, ça c'était... Félix Goldberg était responsable de notre groupe dans le travail, et j'avais des civils allemands qui rentraient dans l'usine. Seulement, il y a un qui m'a dit, si tu veux aller travailler à la campagne, chez mes parents, moi je t'amène, tu rentres dans la voiture et moi je t'amène. Vous voyez? Alors, je dis, mais ça pouvait être bien. Mais j'ai dit, non, mais Félix était responsable de notre groupe. Je dis, non, qu'est-ce qu'il va prendre Félix? Et je dis, non. Et n'importe comment on savait, on arrive vers la fin aussi, vous comprenez? Alors, je ne voulais pas. Mais des Allemands, des hommes, ils ont proposé que je rentre dans la voiture, qui m'amène à la campagne, travailler chez ses parents.
C'était quoi votre théorie du destin là? Enfin, je sais pas si c'est une théorie, mais tout à l'heure vous avez dit que vous croyez beaucoup au destin, etc. Jusqu'à aujourd'hui, je crois au destin. Hein. Regardez, moi, c'est comme ça. Moi, je dis que n'importe comment, quand on est né pour mourir, ça c'est sûr. Hein. Mais le plus tard possible. Le plus tard possible. Moi, je sais, regardez autour de moi, ils sont tous partis. Tous partis. Et il y a une femme qui était dans mon transport, qui était un grand ami de Félix Goldberg. Grand ami. Elle a maintenant, elle est malade, elle a lité aussi. Je la vois tous les semaines, elle lit des belles feuilles. Tous les semaines, je la vois, c'est une femme qui a pas loin de 90 ans. Mais elle faisait partie de mon transport quand elle est arrivée à Auschwitz. À part elle, j'ai plus personne. J'ai plus personne. Ils sont tous partis. Je suis le dernier. Je suis le dernier maillot de la chaîne. De ce groupe. Oui, oui. Ah oui, oui. Oui, mais le destin en même temps, enfin, c'est de la fatalité. Alors que vous, tout ce que vous dites, c'est que justement, vous avez lutté contre la fatalité, vous avez pris des risques, vous Oui, j'ai avez... pris beaucoup de risques. Je ne serais pas là aujourd'hui si je n'avais pas pris de risques. Ça, c'est 100%. J'ai pris beaucoup de risques. Même en Allemagne, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Quand est-ce que vous avez été libéré? Le 2 mai 45. Comment ça s'est passé, la libération? Oh, très bien, très très bien. Aussi, tiens, oui, lui, il est vivant. Le 1er mai, les Allemands, tous les gens valides dans les wagons, à Bestiaux, debout, entassés. 1er mai, il faisait chaud. Toute la nuit, le train n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Le lendemain, on a ouvert le train, tout le monde dort. Alors, pour monter dans le train par 5, aligné comme il faut, avec les Allemands, tout autour. Là, il y a un Allemand qui est venu ouvert, Zurich, à l'historique. Il y avait 2 ou 3 morts dans notre wagon, parce qu'on était tout fait. Il y avait un presque dans le coma. Avec des gars, on l'a sorti, et on l'a posé, vous voyez, pour remplir des locomotives à vapeur de l'eau, il y avait un tuyau qui basculait d'une rail à l'autre avec un caoutchouc, et il y avait un robinet comme ça pour ouvrir l'eau. Et lui, il était dans le coma presque. On l'a posé par terre et j'ai ouvert l'eau. Avec la pression d'eau, on l'a presque tué. Mais, et on l'a ramassé, on a rentré dans le camp, on l'a allongé par terre, à côté du mur. Et ça, c'était déjà, les SS n'étaient plus là. Dans un moment, on voit les capots, ils sont là, les fusils. Les capots sont partis aussi. Et d'un seul coup, on a vu un jeep avec les Américains qui sont arrivés. Ça, c'était le 2 mai à 11h du matin. Moi, avec mon petit groupe, quels jeunes, pas les plus âgés, on est rentré chez une infirmière, vite on est sorti du coin, on a couru, préparez la soupe, faites la soupe. Et on a pris une voiture avec des chevaux, et on est rentré dans la ville à Ludwigslust. On a occupé une petite maisonnette comme ça, et on est sorti, volé, on est parti, on a pillé les croix rouges, tout ça. Moi, j'avais une valise avec des Deutschmark. J'ai dit, une valise plombée, avec des machins collés avec les tampons, à la cire rouge comme ça. J'ai ouvert la valise, j'ai dit Deutschmark, Deutschmark c'est fini. Je suis parti, j'ai ramené ça, j'ai tout brûlé. J'ai vidé l'essence, j'ai dit Deutschmark. J'aurais enterré la valise. J'ai enterré la valise, un mois après, c'était comme les dollars. Bon, et j'ai ramassé tout le monde. Et finalement, quelques jours après, j'ai vu un Américain, il me dit, qu'est-ce que tu fais, tu retournes en Pologne? Je dis non, j'ai plus personne, je t'amène en Amérique. Un Américain. Mais c'était qui cet Américain? Un juif américain. Comment il s'appelait? Horowitz. Jelinovitch. Horowitz, c'était l'artiste, le journaliste qui m'a fait les photos. Il y avait Horowitz, il est dans mon bouquin. Je l'ai ici, là, ils sont là tous les deux. Alors, Jelinovitch dit, tu retournes en Pologne? Je dis, je n'ai plus personne, je t'amène en Amérique. Il m'a mené dans un campement où il y avait de tous les réfugiés de tous les pays. Il a vu la France, il s'approche, qui parle yiddish, vous êtes, oui, c'est mon cousin, est-ce que vous pouvez l'amener à Paris? Donc il m'a amené, ils habitaient rue Saint-Gilles ou d'où. Mais c'était qui ces 2 jeunes filles à qui vous a confié en fait? C'était des déportés? Déportés, oui, des déportés. Comment elles s'appelaient ces filles? 12 rue Saint-Gilles, Georgette, elle s'appelait Georgette. Notre famille, je ne me rappelle pas bien, elle s'appelait Georgette. Et elles arrivaient d'un camp d'Auschwitz aussi? Oui, donc, ils étaient d'abord à Auschwitz, après ils travaillaient en Allemagne. Donc il m'a amené,
On passait avec un avion jusqu'à Bruxelles, de Bruxelles, le train, jusqu'à Lille. À Lille, on nous donnait le cadre rapatrié, et à Paris, Gare du Nord. Et elle nous a amenés, parce que les campements américains étaient dans l'Aisne, à Laon. Alors, c'est ce qu'il a dit, l'Américain, amenez-les à Paris, et je viens de le chercher. Donc, il m'a amené, j'ai dormi la nuit chez eux, et après, j'ai dit, le lendemain, il faut m'amener à Laon, où il y avait la base militaire à lui. Donc, elle m'a amené, une des sœurs, Georgette, m'a amené là-bas. Quand on arrivait à la base militaire, il nous a vu, oh, il était content, heureux. Il m'a placé dans une famille, à Laon, il s'appelait Einhaber. Et je suis resté 8 jours dans cette famille avec Georgette. On dormait là-bas, on mangeait là-bas. Et après, on est reparti vers Paris, donc il nous a donné une caisse de ravitaillement. Il y avait de tout dedans, tout. Avec les fameuses cigarettes, que je suis parti au carré du Temple. Et là, j'ai trouvé ma mère adoptive qui m'a... Racontez-moi l'histoire, parce qu'on l'a raconté hors caméra tout à l'heure. Alors, ça s'est passé la chose suivante. Quand on allait partir Paris, Harry il a dit, voilà, amenez ça avec vous, comme ça vous aurez à manger. Il nous donnait un grand paquet. Il y avait des corned beef, il y avait des lions poudre, et il y avait des cigarettes, il y avait de tout, vraiment de tout, beaucoup à manger, vraiment beaucoup à manger. C'était même très lourd. On était à apporter, on arrive à Paris, donc les parents ont déballé tout ça, ils étaient contents, c'était la fête. Et moi, le lendemain, j'ai dit, il faut m'amener dans le quartier où il y avait des juifs. Donc, je suis parti dans le quartier juif avec mon pyjama, bien sûr, je l'ai mis. Et j'ai Pourquoi vous l'avez mis? Je l'ai mis pour aller comme ça. Qui voient comment on est habillé. Et j'ai pris des cartouches de cigarettes sous le bras. Et j'arrive au carreau du temple. Il y a un gars qui arrive, il me prend les 2 cartouches, il ouvre, il donne à chacun un paquet, il ramasse l'argent. Il ramasse l'argent partout. Il m'amène un paquet d'argent comme ça, 40 et quelques mille francs, anciens francs français. Il y a une femme de certain âge, mais enfin, elle avait quoi, une cinquantaine d'années, 55 ans. Elle s'approche. Qu'est-ce que vous donnez l'argent, ce petit-là? Demandez plutôt s'il a mangé aujourd'hui. Et après, elle me dit, tu vas venir manger chez moi à la maison. Bon, il m'a amené à manger à la maison, m'amène à la maison. On a servi une table avec des hors-d'œuvre, des entrées, tout ça. Moi, je n'étais pas habitué. J'ai jamais vu déjà une table comme ça. Et après, il y a le dessert, ils mettent du roquefort. Je dis, mais il est moisi, votre fromage. Il me dit, non, 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 il n'est pas moisi ici, on mange comme ça. Bon, j'ai mangé, j'ai bu. Après, elle est descendue aux Places des Vosges. Plein de monde autour de moi. Et on questionne, bien en yiddish, bien sûr. Et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui dit, où il habite les petits? Elle dit, chez moi. Et moi, j'ai dit, mais j'habite pas chez elle. Pourquoi elle dit que j'habite chez elle? J'habitais chez les filles. Et quand les gens sont partis, elle me fait, quel est ton programme? Je dis, j'attends mon cousin, il doit m'envoyer des papiers pour aller en Amérique. Alors elle me dit, juste que tu vas partir en Amérique, tu vas habiter chez moi. Et c'est une chance unique. Parce que moi, j'ai des copains ils étaient déportés de France. Quand ils sont revenus, ils ne savaient pas où aller. Simon Drickel, il a tapé à la porte où il habitait. On n'a pas laissé entrer. Il y avait beaucoup de gens qui sont habités, qui étaient déportés de France, ils ne savaient pas où aller. Et moi, tout de suite, j'avais une maison, tout, on m'a amené. Donc... Mais c'était une famille aussi, c'était... Une famille Kalujanski. Ils étaient 2 filles et un garçon. C'était de confectionnaire pour hommes. Au Place de Vosges, alors, elle me demande... Je dis, j'attends le visa de mon cousin qui m'a envoyé d'Amérique. Alors, tu vas habiter chez moi. Donc, j'habitais chez elle, je suis monté. Donc, on m'a couché, on m'a donné un pyjama la nuit pour dormir, couché avec son fils. Et mais la nuit, je n'arrivais pas à dormir, je me couchais par terre et ça durait quelques jours. Au début, je n'arrivais pas à dormir dans un lit, par terre. Et après, je suis resté dans cette famille. On habillait les fils, on habillait moi, c'est-à-dire, on faisait un costume pour lui, on faisait pour moi, un par-dessus pour lui, l'argent de poche, tout pareil. Vraiment aucune différence. Et un jour, je me suis bagarré avec Léon un petit peu. Le père est venu nous séparer. Léon a reçu une claque et moi, j'ai reçu une claque. Et pour moi, si j'ai reçu un des plus grands baisers, parce qu'il n'a pas fait une différence entre son fils et moi.
Un autre leur dit avec quel droit il me bat, je ne suis pas son fils. Moi, c'est le contraire. Ça m'a fait du bien. Voilà, ça c'est moi. C'est vrai, c'est normal quand même. Et je suis resté dans cette famille-là jusqu'à un jour que je suis convoqué chercher le visa pour aller en Amérique. Et le soir, je lis dans le Wort, in the Wort, le journal juif, qu'en Israël, l'Irgun se bat avec les Arabes à Jaffa et la guerre va se déclencher. Enfin, ça, c'était quand même 3 ans plus tard. Entre-temps, vous avez un petit peu appris un métier. Ah oui, oh là là, oui, oh là Qu'est-ce là. que vous fréquentiez? Qu'est-ce que Oui, vous oh là faisiez à là. Paris? D'abord, j'allais beaucoup au cinéma. Au début, je voyais 3 films dans la journée. Et ça m'a aidé beaucoup à apprendre le français. Hein. D'abord, j'allais au cinéma, beaucoup au cinéma. Puis après, j'allais à l'école. Après, je suis parti à l'Ort, à l'école Lort aussi. Et après, alors j'ai eu un problème à l'Ort, j'ai eu un problème. L'installation électrique, à l'époque, c'était des baguettes en bois, on coupait tout ça, je faisais tout ça. Et t'arrivais après avec les moteurs, des kilowatts, des ampères, il fallait savoir bien compter. Et moi, dans le calcul, j'étais nul. Je rentre à la maison et mon père adoptif, il voit que je ne suis pas bien. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dis, l'installation, tout va bien. Et quand tu arrives à ampérage, kilowatt, tout ça, dans les chiffres, je perds ma tête. J'arriverai pas. Il me dit, tu sais, Joe, moi, quand je suis arrivé en France, ma fortune, c'était une aiguille et un dé à coudre. Et avec ça, j'ai appris mon métier. Commence à faire la confection. Et, bon, la coupe, j'ai vu chez mon père adoptif qui coupait. Ça, je voyais. Il coupait de temps en temps, j'ai essayé aussi. Et un jour, il me dit, tu vas aller travailler chez un entrepreneur à lui. Il m'a donné un travail chez un entrepreneur à lui. Alors là, c'était nettoyage, faire les courses, tout ça. Chaque fois, il me donnait un tout petit peu à coudre, faire ça, la main, tout ça. Et moi, ça ne me plaisait pas, je voulais plus vite. Et un jour, bon, je commençais d'abord à coudre à la main, et après à la machine. Mais moi, je voulais faire tout très vite. Et un jour, j'ai pris un bout de tissu chez mon père adoptif, et j'ai fait une poche à pattes, à carreaux, ou à rayures, pour l'accorder. Je fais une poche, où j'ai fait une poche comme ça, où j'ai fait des boutonnières, sur des bouts de tissu, comme ça, je fais, en douce. Alors mon beau-père, il me dit, mon père adoptif, il me dit, mais qui c'est qui a fait ça? Je dis, c'est moi. C'est toi qui as fait ça? Elle te dit à Sivan, il s'appelait Sivan, dans mes vêtements, qui te donne à faire coudre mes vêtements. Alors je suis monté, et comme ça, j'ai commencé. Mais pardonnez-moi, mais pour vous, ça devait être, enfin, arriver dans un pays que vous connaissiez pas, dans un pays en paix, en fait, même si évidemment c'était l'après-guerre, c'était. J'imagine que le contraste a été, enfin, après 6 ans de guerre, après avoir perdu toute votre famille. Très agréable, hein. Très agréable, parce que dans cette famille où je suis tombé, j'avais tout. Oui, mais vous vous sentiez comment? Vous vous sentiez complètement. Ah, non, je me sentais très bien. Mais par exemple, Parce que je sais que vous êtes parti par exemple en vacances dans une colonie de Lozé, j'imagine. Oui, oui. C'était quand même se réhabituer à une vie sociale normale après. C'était dur au début, c'est-à-dire, c'était pas dur. D'abord. Vous étiez quand même habitué à survivre, à voler, Oui, à. oui, mais là, il y avait tout ce qu'il faut à manger. J'ai volé pour avoir à manger, mais là, Bien sûr. j'avais tout. Oui. J'avais tout. Mais comment on fait pour se réhabituer à une vie normale? C'est simple? C'était un peu dur, c'est-à-dire j'étais un peu sauvage, j'arrivais pas à marcher. C'était des enfants, des vacances, mais j'étais le plus âgé, malgré que j'étais petit, mais j'avais quand même 16 ans. Et, dans le Rhône, je voulais pas marcher, comme les autres. J'ai dit, j'ai marché dans le Rhône chez les Allemands, je ne veux pas marcher dans le Rhône. Voilà. Je parlais moitié français, moitié yiddish. Au début, c'était très dur. Mais ce côté-là, mais autrement, c'était agréable, j'aimais bien. Oui, mais les autres enfin, les autres jeunes de votre âge de 16 ans. J'avais quand même quelques-uns qui parlaient yiddish. Hein. Oui, mais il devait vous sembler quand même très, très puéril, enfin, après ce que vous aviez vécu, non? Très enfantin, très. Vous veniez quand même d'une autre planète, quand même. Oui, mais ils se doutaient. Donc, ils étaient très gentils avec moi. Ça, je peux dire, ce côté-là, c'était formidable. Et Vraiment. vous, c'était pas. Il vous semblait pas. Non, non. Moi, ça me plaisait beaucoup. J'étais heureux. J'étais très heureux. Vraiment, j'étais très heureux. Non, ce côté-là, je reviens. Alors, j'ai appris le métier comme ça, en vitesse, tout seul. Et quand je savais bien coudre tout ça, parce que l'autre, je l'ai quitté. Je suis parti travailler chez un autre. On faisait des Canadiennes à l'époque, où j'ai gagné beaucoup bien ma vie.
Et là, à l'époque, même le patron, il m'a dit, Joe, essaye de sortir avec ma fille. Comme ça. Et moi, ça me disait rien. Moi, ça me disait, moi, je voulais que travailler avant, c'est le plus vite possible. Et comme ça, j'ai appris le métier très vite. Et un jour, je travaillais chez un patron. Il est parti au Brésil. Il m'a dit, Joe, je vais t'amener au Brésil. Après sa belle-mère. Et moi, j'ai fait connaissance avec une fille qui venait acheter la marchandise. Enfin, des parents venaient acheter la marchandise. Et une fois, ils avaient plusieurs filles. Ils ont amené une fille, une blonde. Et moi, je travaillais comme coupeur et j'étais dans la coupe. Et les vêtements étaient accrochés là. Et elle est rentrée. Elle m'a dit, vous voulez pas me décrocher ces vêtements? Et je lui ai décroché les vêtements et je les donnais. Bon, et les parents ont acheté. Mais quand je l'ai vue, elle était une belle fille, tout ça. J'étais tombé amoureuse comme ça. Et je dis à mon patron, dites à leurs parents que je voudrais bien revoir la fille. Ils habitent à Saint-Quentin. Alors les parents disent, pourquoi pas? Qu'ils viennent à Saint-Quentin. Et à l'époque, j'avais une moto. Je roulais déjà en moto. J'ai dit, je viendrai. Alors mon patron dit, il va venir avec moi. Lui, il avait une voiture, mais il ne savait pas bien conduire. Moi, je n'avais pas de voiture, mais je savais conduire. Parce que moi, quand j'étais en Israël, dans l'armée, j'ai pris une Jeep, je roulais comme ça. Et mon patron dit, d'accord. Et vendredi, il dit, non, non, je n'irai pas demain, samedi, je n'irai pas à Saint-Quentin. Je dis, vous m'avez promis? Non, 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 je ne vais pas. Je dis, ok, je ne vais pas. J'ai pris la moto, je suis parti à Saint-Quentin. J'arrive à Compiègne, je tombe en panne, à plat. Je gonfle, machin. J'arrive à Noyon, de nouveau à plat. Enfin, j'ai perdu du temps et j'arrive à 7 km de Saint-Quentin, de nouveau à plat. Je rentre chez la garagiste, je dis, écoutez-moi bien, les pneus doivent crever, soyez gentils. C'était déjà bientôt 8 heures. Il dit, non, moi j'ai fini ma journée. Je dis, soyez gentils, je suis parti à 2 heures, je suis parti de Paris, regardez combien de temps. Enfin, il m'a fait une rustine sur le pneu, il m'a arrangé. J'arrive à Saint-Quentin, 108 Ridil, le magasin est fermé. Alors, il y a une dame qui passe, elle dit, vous savez pas où habitent les gens qui habitent le magasin? Ils me disent, les petits jambons, non, non, ils habitent là, c'est les juifs qui ont le magasin, ils habitent là. Bon, donc j'ai sonné à la porte, le père de la rue, je dis, c'est le coupeur de Sicno. Ah bon? Donc il m'a ouvert, elle a attendu quoi? Il devait arriver à 5 heures, il arrive maintenant. Et le monteur, il dit, je ne vais pas le voir. Et donc je rentre, je raconte l'histoire. Écoutez, je suis parti à 2 heures, j'ai eu 3 fois des pannes et c'était terrible le voyage pour venir ici. Bon, donc ils m'ont installé à manger. Alors le père, il a monté la vie à la fille. Alors, le pauvre, il a eu des accidents, il a eu des tombes en panne plusieurs fois. Donc elle est descendue. Vous avez un grand magasin, il faisait des marchés le lendemain matin. À 6 heures debout, on est parti faire le marché. Et comme ça, j'ai fait sa connaissance. Au bout de la 3e fois, je suis arrivé. Il me dit, je te préviens, chez mes parents, il y a de l'argent. Mais tu en auras ça. Un vélo, 2 roues, 0. Je dis, c'est pas grave, moi je viens pas pour l'argent, je viens pour toi. Comme ça, on tombe amoureux. Et on sort ensemble. Mais comme elle était très bonne vendeuse, les parents, ils ne voulaient pas qu'elle quitte le magasin, qu'elle reste tout le temps. Et moi, je voulais avancer. Et comme mon patron qui est parti en Brésil, et sa belle-mère devait le rejoindre, la belle-mère m'a dit à moi, j'étais coupé chez elle aussi. Jo, quand je vais partir, tu peux reprendre mon appartement, tu me paieras, et ça sera toi. Et comme ça, tu vas habiter ici, tu vas travailler ici, tu auras l'atelier. J'ai dit d'accord, c'est mis d'accord. Et comme son genre au Brésil, ça n'allait pas, il bouffait le pognon et ça ne marchait pas du tout, elle a décidé qu'elle ne va pas partir. Et moi, j'avais dans l'idée déjà commencer à travailler à mon compte. Donc, je suis parti à l'île de Frambourgeois. J'ai loué un magasin qui était une imprimerie qui a brûlé. J'ai tout refait. 16 sacs de plâtre que j'ai mis dans le mur. J'ai tout fait moi-même. Tout le travail, l'électricité, j'ai tout fait moi-même. Et j'ai commencé à fabriquer à mon compte, et tout seul. Et un jour, je me suis marié, et voilà. Ça a été de haute lutte quand même, votre mariage. Ah. Ça n'a pas été simple, votre mariage. Oui, très dur, très dur. Vos parents, ils n'ont pas... On s'est marié tout seul, sans les parents. Parce que chaque fois, on était dans la mairie, c'était marqué déjà. Et chaque fois, on a repoussé la date de mariage. Et un jour, ma femme est partie faire un marché, elle n'a pas bien travaillé. Elle est partie avec son beau-frère faire un autre marché l'après-midi, elle rentrait tard. Il y avait une dispute entre ses parents.
Et lui, et elle, son père et elle, il y avait un grand dispute. Elle a claqué la porte, elle est partie chez sa tante. Elle m'a téléphoné en pleurant. Mais le lendemain, je suis arrivé à 50 ans, j'ai amené à tailler un jeep. Et on est parti à la mairie, on s'est mariés. Et avant d'aller à la mairie, j'ai dit à ma femme, tu sais, il faut quand même descendre dire à tes parents qui viennent au mariage, ou à la mairie. Ils vont te mettre dehors. Je dis, écoute-moi bien. Parole d'honneur, c'était comme ça. Je dis, un mari, tu peux avoir plusieurs. Des parents, on a une fois. Bien, on va descendre. Et quand je suis descendu, quelle réception. La mère, comme elle commence à insulter sa fille, et moi je ne supportais pas qu'elle insultait sa fille, c'est moi qui l'ai insulté. Le père, je dis, vous n'êtes pas un homme, comme ça je le dis. Si vous auriez mon âge, vous aurez cassé la gueule, comme ça. Et ma femme, elle a pleuré, tout ça. Et on est monté à la mairie avec des témoins, s'est marié. Et je suis monté à Paris, et comme ça, c'était mon mariage. Alors juste pour revenir en arrière, parce que là, il y a eu un saut en fait dans le temps juste. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parti aux États-Unis? Pourquoi? Parce que je suis tombé amoureux. Mais parce qu'il y a eu aussi un autre épisode, c'est que vous êtes quand même parti. Faire la guerre en Israël. Oui. Ah bah oui, mais pourquoi je suis parti en Israël? Quand j'étais convoqué chez l'ambassade américaine, j'ai dit que ça commence la bagarre en Israël. J'ai dit, si on aurait un pays, on aurait fait quelque chose pour nous. J'ai dit, non, il faut que j'aille faire la guerre d'abord. Et je suis parti en Israël. J'ai fait la guerre en Israël. J'étais blessé des fois. C'est pas bâtiment, mon bataillon a ouvert la route à Jérusalem. Parce que Jérusalem était encerclée, on ne pouvait pas rentrer. On a ouvert, en hébreu, on appelait ça Derech Burma, la route de Birmanie. Voilà, on appelait ça parce qu'à travers les montagnes, on a ouvert la route. J'étais blessé. J'étais blessé dans le ventre. Après, j'étais reçu une balle à travers le casque. Parce qu'après, quand j'étais à l'hôpital, je me suis échappé de l'hôpital. Je me suis échappé parce qu'au bout d'un mois, si on n'était pas dans ce régiment, on partait dans un autre régiment. Et comme je voulais rester dans mon régiment, je me suis échappé. J'étais dans Doutchichi Khativat Harel. C'était une troupe de choc. Et je me suis échappé. Et là, mais ça, c'était rien. J'ai reçu une balle à travers le casque, entre la tête et le casque. Je ne pouvais pas relever le casque. Mais ce n'était pas grave, ça. Et j'étais soigné à bout gauche. On m'a endormi sur l'endroit, on m'a rasé, on m'a recousu. Voilà, ça c'était. Voilà, et je suis resté en Israël des ans. Et au bout des ans, je suis retourné en France. Et là, je suis tombé amoureux. J'ai travaillé et je suis tombé amoureux. Je suis resté en France. Voilà. Est-ce que vous avez parlé de ce qui vous était arrivé pendant la guerre, du ghetto? Est-ce que c'est quelque chose dont vous parliez J'ai pas parlé. J'ai parlé uniquement à ma femme, ma première femme. J'ai parlé, bien sûr. Elle savait tout. Et sinon, je ne parlais pas parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est tellement déçus des gens qui ont posé des questions stupides. C'était pas tellement terrible de maman étant sortie. Vous comprenez? On ne voulait pas parler. Tout juste qu'on n'était pas. On nous a, comment ça se fait, toi, tu es revenu et l'autre, il n'est pas revenu? Vous comprenez? Des questions, ça nous a fait très mal. Pas seulement moi, beaucoup de déportés, on ne voulait pas parler. Vous avez revu des camarades de déportation? Oui, bien sûr. Vous vous voyez régulièrement? C'était Oui, oui, oui. c'était important pour vous, ça? Oui, au début, c'était oh là là. Chaque fois où j'ai la place de la République, au Square République, tous les rendez-vous, c'était là-bas. Le vendredi soir, samedi soir, c'était là-bas. Dans le square ou dans l'hôtel? Non, dans le square. L'hôtel, c'était autre chose quand il y avait des balles de société. Alors là, ce fafilet, on montrait. Bien sûr, on faisait tous les balles de société. Ça, oui. Mais tous les rendez-vous, c'était. Et après, c'était le Grand Boulevard. On marchait à pied, le Grand Boulevard, on adorait ça. Avec les copains? Oui. Mais à quel niveau des grands boulevards vous marchiez ensemble? On dépassait le Rex, oui, des Républiques plus loin que le Rex, jusqu'au Carrefour, après on remontait, on faisait ça. Des fois jusqu'à l'Opéra, ça dépend. Et vous parliez de quoi ensemble? Un peu de tout. D'abord on draguait, voilà, on se faisait quelque chose. C'était ça, on aimait ça. Et vous parliez de la guerre ou pas? Non. On parlait pas de la guerre, non. Et chacun travaillait, c'est content. Et quand je suis revenu d'Israël, à la République, il y a un garçon qui me dit, voilà, je m'en vais en Amérique du Sud. Si tu veux, j'ai une pièce, meublée, si tu veux. Tu me donnes 35 000 francs, anciens francs.
et je te le donne. Je suis monté, c'était passager Alexandrine, métro Charonne. Toute petite pièce, et comment, je sais pas, voilà, pas plus que ça. D'ici à là, voilà, une petite pièce comme ça, voilà. Pas plus. Petite pièce, il y avait un lit, il y avait tout. J'ai pris, j'habitais dedans. Jusqu'à j'ai connu ma femme, et après, même marié, j'habitais dedans, mais pas longtemps, peut-être un mois, et après je suis parti. Vous avez eu 3 filles sur les grands boulevards. Ah non, non, pas du tout, pas du tout. Non, non, on parlait du boulot, on parlait de l'avenir, tout ce qui passe, des vacances. On allait, à l'époque, on allait beaucoup à Brunois aussi, à Berck-Plage surtout. Où? À Brunois? Brunois, oui. Ah oui. Oui, oui. Et surtout à Berck-Plage, les vacances à Berck-Plage. Alors, c'était le kiff, Berck-Plage, c'était beau, formidable. C'était avant Deauville, en fait. Ah oui, avant. Et moi, à Berck-Plage, j'allais en moto même jusqu'à Berck-Plage. Fallait le faire, hein. Ouais. Et moi, j'ai la moto où je savais chez le patron qui partait au Brésil. J'étais coupeur chez lui. Et un jour, il y avait plein de coupes. Pour faire une veste pour femme, il faut 1,50 m. Il me restait des coupes de 1 mètre, 1,20 m, 1,30 m, 90 cm. Je dis, Walter, trouve-moi un petit modèle pour fillette. Je vais te couper tout ça. Et dans tous les coupes, j'ai sorti 350 et quelques vêtements. Je coupais par 2, par 1, par 3, ça dépend. Lui, il a fait monter ça. C'était un mot de saison, hein, j'avais pas rien à faire. Donc je lui coupais 300 et quelques vêtements. Donc il a pris un entrepreneur, il a fait monter ces vêtements-là, des petites vestes, toutes les tailles. Et il a fait venir une acheteuse de Dames de France, je sais pas, d'une chaîne de magasins Dames de France, je crois. Et elle a tout acheté. Et comme j'ai tenté à m'acheter la moto, il m'a dit, Joe, tu m'as fait gagner de l'argent. La moitié de la moto, c'est moi qui paye. Donc il m'a fait la moitié de la moto. Et comme ça, j'ai acheté la moto et j'ai roulé la moto. Et pour aller à Berck-Plage, je suis parti avec la moto. Vos filles sont nées en quelle année? Ça commence à 54, 56, 55, non, 54, 57, et après 70 ans après notre fille. Voilà, une 10 ans d'écart entre deux filles. En 70, la troisième fille? Oui. D'accord. Non, 60, 50, non. Oula. Attendez, 55, c'est la première? Oui, 57. 57 Chantal, alors après, 8 ans après. D'accord. Voilà. Donc en 66, Voilà, quelque chose voilà. comme ça, oui, Oui. 65. Années 60, oui. Est-ce qu'elles ont grandi en connaissant votre histoire? Non, non. Sûrement, ils savaient. J'ai eu des problèmes avec mes enfants parce que j'étais très dur avec mes enfants pour certaines choses. Parce que ma femme était elle avait très peur, très anxieuse. Donc, elle avait peur qu'il touche l'électricité. Donc, mes enfants ne l'avaient pas touché aux prises, ni aux médicaments, ni au gaz, ni ouvrir le gaz, tout ça, ni aller à la fenêtre, parce qu'on habite au 4e étage. Ça, ils savaient, mes enfants, qu'ils n'ont pas le droit. Et aussi, ne manger pas de gaspillage. Ça, je n'acceptais pas. Quand ils ont grandi, quand je commence à faire des réflexions, ils me disaient, oui, je sais, toi, à mon âge, tu n'avais pas ça, tu n'avais pas ça. Vous comprenez? Donc, j'arrêtais. Parce que je ne voulais pas les critiquer, parce qu'ils savaient, chaque fois, ils me remettaient, oui, à mon âge, tu n'avais pas ça, patati, patata. Alors, donc, voilà, c'est tout. Mais sinon, non. Mais justement, est-ce que c'était pas difficile d'avoir des enfants, sachant que, enfin, alors que vous aviez vu, vous, tellement d'enfants de votre proche famille mourir Non, n'importe comment, on voulait fonder une famille, quand même. Au contraire, je voulais avoir des enfants, absolument. Je voulais avoir des enfants. Mais est-ce que ça faisait pas revivre en un sens quelque chose de votre enfance, enfin, ou de votre jeunesse? Non, 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 non. Je voulais avoir une famille, c'est tout. J'avais une famille, c'est bien, et seul, c'est pas bon. Il faut avoir une famille. Je tenais absolument à avoir une famille. Est-ce que dans votre vie, j'imagine que dans votre vie nocturne, dans les rêves, la période de la guerre était très présente? Au début, oui, mais pas maintenant. Par contre, j'ai des amis, jusqu'à aujourd'hui, c'est... Plus maintenant pour vous? Moi, non, non. Et sinon, dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose à quoi vous pensiez très, très souvent? Dans les années 60, je veux dire, pas aujourd'hui, hein, mais dans les années 50, dans les années 60, quand vous étiez un jeune homme finalement en train de faire votre vie, de fonder votre famille, etc., Oui. est-ce que c'était une période, est-ce que Non. le souvenir de la guerre a été Non. déterminant pour vous? Non, à l'époque, non, je ne pensais pas. Vous y pensez pas? J'essayais d'éviter.
J'essaie absolument d'éviter, je ne voulais pas. Parce que qu'est-ce qui se passait si vous y pensiez? Quand je pense, moi, voilà, c'est ça qui est pas bien, que je commence par ça, je termine par ça, et voilà. Et j'ajoute chaque fois autre chose. Et ça, c'est pas bon. Vous comprenez? Une chose entraîne l'autre, vous comprenez? Et ça, j'aime pas. J'ai pas aimé, j'ai dit non. Il faut stopper, il faut pas faire, faut pas continuer. Et ça, c'est une décision qu'on peut prendre, en fait. Ah ouais. Question de caractère, hein. Ouais. Moi, oui. C'est question de caractère. Parce que je connais des amis, non, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Que souvent, ils parlent, ils répètent. Et des fois, ils répètent 10 fois la même chose. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a décidé finalement à parler et à témoigner comme vous le faites aujourd'hui? Parce que vous témoignez beaucoup. Vous faites visiter donc le camp d'Auschwitz à beaucoup de scolaires. Et ce matin, j'étais à la radio, Ouais. à la télévision. Il y a un qui, Monsieur Chaud, vous me notez pas. Il est resté 8 jours avec moi. Il a fait Sobibor Maïdan et Auschwitz. Je ne peux pas le connaître. J'avais un ami, il s'appelait Djoubek. Un gars, 30 ou 40 ans après, comment il s'appelle, où il a travaillé et tout. Moi, non, je n'ai pas mémoire visuelle, je ne suis pas physionomiste. Et j'ai des gens qui sont formidables pour ça. Moi, non. Moi, beaucoup de gens. Jo, tu me remets pas. Mais racontez-moi comment ça s'est passé pour vous, ce passage finalement d'une période où vous ne parliez pas, où vous ne vouliez pas y penser, et puis comment ça s'est fait finalement qu'on vous retrouve. Léo Gazi, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un ami qui est lituanien, il avait un magasin pour hommes, moi pour femmes, j'étais en face. Les années 50, chaque fois il me questionnait. Et je le disais, parce qu'il me questionnait. C'est un gentil garçon, un grand ami à moi. Et d'un seul coup, il dit, Jo, je vais t'inviter à manger avec un ami. Je dis, pourquoi pas? Et on va dans un restaurant, il nous invite, il me présente Gilles Lambert, journaliste de Figaro. Alors, on commence à parler, tout ça, à table, tout ça. Et Gilles dit, bon, Jo, est-ce que je peux le revoir? J'ai dit, si vous voulez, pourquoi pas. Il m'a invité une autre fois, et après, il m'a invité, je crois, à côté de Paris, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, c'était à côté de Paris. Il m'a invité, il s'assit sur un banc, il dit, vous savez, Jo, il faut absolument que vous commenciez à raconter, à écrire votre histoire. Et je dis, vous savez, l'histoire, j'en ai, mais je n'ai pas toujours la tête. Il dit, c'est pas grave. Et comme ça, il m'a tiré les verres du nez tout doucement. 10 ans, hein, on a mis 10 ans. Et là, à la fin, ça a commencé des propositions. Il est venu déjà... Non, ça a commencé aussi, il m'a dit, voilà, il faut commencer. Je dis, ouais, d'accord, je vais commencer. Et j'ai fait venir un voisin. Un voisin qui travaillait aussi à la radio. Et j'ai commencé avec lui, comme ça. Et ça durait peut-être 2 mois. Après, j'ai dit à Gilles Lambert, voilà, on est là et là. Et c'est là. Et l'autre, il a arrêté. Voilà. L'autre, il a arrêté, il ne pouvait plus, il devait, je sais pas, partir. Et c'est Gilles Lambert qui a repris ça, mais plus sérieusement, avec un autre style. Hein? Et je commence avec Gilles Lambert. Mais ça dirait quand même 10 ans. Et maintenant, est-ce que c'est quelque chose... Quel sens a votre témoignage pour vous? Pourquoi est-ce que vous faites ces visites? Écoutez-moi bien, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est l'histoire. Nous, on est les derniers. Si nous, on ne fait pas, qui va faire à notre place? Il n'y a personne. Et malheureusement, il y en a beaucoup parmi nous, des amis que je connais, qui sont disparus, qui n'ont jamais rien dit. Jamais. À leur propre femme, ils n'ont jamais parlé. Jamais parlé. Et si nous, on ne va pas le faire, qui c'est qui va le faire? Et d'où on est conscient que depuis qu'on est là, on n'est pas nombreux quand même. Et qu'on fait ce travail. D'abord, il y a deux choses. Et l'histoire et le travail qu'on fait. Parce que le travail que je fais, il est très pénible, le travail. Faire 8 voyages, 7 voyages. On part le matin, il faut se lever à 5 heures. Et sur place, c'est très dur aussi. On revit l'histoire. Il faut raconter. Et on peut nous poser des questions. Tout quoi, c'est quand même dur. Et le plus qu'on est, comme moi, on est peut-être 5, 6, peut-être 6, je crois pas, qui font des voyages 7, 8 fois.
Il y en a des autres qui font 1 ou 2 fois, 3 fois. Mais comme moi, on est peut-être 5 personnes. Il y a pas plus. Il n'y a pas plus, il y a moins en moins. Alors donc, on est conscient, quand on peut le faire physiquement et psychologiquement, il faut le faire. C'est un devoir. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne, nous, ceux Tout. D'abord, il faut être très vigilant pour pas que ça se produise, que les gens ils doivent savoir, parce que c'est très grave. Donc, moi, personnellement, il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas se laisser faire. Voilà, et sinon, c'est très grave. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Il faut témoigner, il faut dire, il faut avertir les gens. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous racontez votre histoire, que vous pouvez tout dire? Moi, personnellement, je dis tout. Tout. Et moi, je reçois beaucoup de courriers, hein, des gens qui m'envoient un mois après, 15 jours après, qui m'envoient des lettres. Je reçois beaucoup de lettres qui sont très fortes. J'ai une institutrice, tiens, justement, il faut que je lui téléphone parce qu'elle est souffrante. Avant, elle venait, elle me donnait un coup de main, elle lisait les lettres, elle répondait. Et elle mettait des étoiles sous les lettres, 1, 2, 3, comme pour les hôtels. Et quand c'est 3 étoiles, c'est très fort. Et souvent, elle m'a appelé, elle dit, Monsieur Vageblatt, venez voir, regardez mon bras. Elle me montre la chair de poule. Quand elle lit certaines lettres, elle attrape la chair de poule. Et ça, c'est très important. Pour moi, c'est très important que les gens, on ressent qu'est-ce qu'elles ressentent. Ça fait du bien. Il y a des filles qui disent, Monsieur Vageblatt, je vous donne ma parole d'honneur qu'à mes propres enfants, je vais les amener, je vais les montrer, je vais les expliquer. Et ça, c'est un bon travail. Vous vous sentez investi d'une mission, en quelque sorte? Ah oui. Ah oui, je vais dans des lycées, je dis jamais non, j'ai jamais refusé. Donnez-moi le temps, donnez-moi une date, mais j'ai jamais refusé. Je me suis déjà déplacé jusqu'à 100 km de Paris. Là, tiens, je dois donner une réponse à Nîmes. Il faut que j'aille à Nîmes aussi. À Nîmes. Et 100 km de Paris, Nîmes. Et j'étais à côté de Cannes aussi. Mais c'était un peu spécial. C'était des prêtres qui ont fait, oui, ils ont fait un voyage avec moi. Et ils m'ont convoqué là-bas aussi. J'étais une fois aussi. C'est à côté de Cannes aussi. Mais à côté de Paris, je me déplace. Hein. On n'est pas nombreux, mais depuis qu'on est là, on le fait. Combien de temps ça va durer, c'est tout. Oui. On est conscient et la chance a voulu qu'on est là-bas physiquement, je tiens le coup. Jusqu'à l'année dernière, j'ai fait les semi-marathons, les 20 km à Paris et Paris-Versailles. Eh oui, jusqu'à l'année dernière. J'ai ma carte de visite avec moi. Ben oui. Parce que vous savez, on dit. Vous voyez, voilà. Ça, c'est la dernière course, l'année dernière. Regardez. Tout ça, c'est les courses. Paris-Versailles, regardez. Hop. Et là, c'est à Jean-Gare. À 2 km, le semi-marathon avant l'arrivée, il commence à marcher. À Jean-Gare, hein. Je dis quoi, t'as couru jusqu'ici. Là, encore dans 2 km à Avenue Foch, il est arrivé. Et alors, je l'ai entraîné, il a terminé la course avec moi. Voilà. Vous avez combien de petits-enfants, Monsieur Vageblatt? 7, 8 maintenant. Avec ma seconde épouse, j'en ai 8 petits-enfants. Regardez. Ça, c'est... Vous voyez, tout petit. Alors, celui-là, regardez, celui-là, c'est le même, hein. Je l'adore. Vous savez pourquoi? Parce qu'à son âge, on lui parle en 4 langues. En 4 langues. La jeune fille qui l'élève en polonais, et voilà. Les parents en français. Ma femme lui parle en hébreu et moi je le parle en yiddish. Et voilà. Et comment il s'appelle cet enfant? Ishai, un nom hébreu. Voilà, vous voyez.
Merci beaucoup, hein. Voilà, avec plaisir. Hop, laisse droite. Voilà. Alors là, je suis venu en taxi, hein. Je n'ai pas la moto, mais sinon, je me déplace qu'en moto. Vous avez encore une moto là? Non, je ne parle pas de moto. Moto avec la cravate, tout ça. Non, j'ai un blouson, tout ça. Non, parce que je parle comme à la radio, à la télévision. Non. Mais sinon, je me déplace qu'en moto. Je ne supporte pas la voiture à Paris, moi. Je ne supporte pas la voiture. Je suis toujours à l'air avec la moto. J'ai pas de place de parking, tout. Pas de problème. Non, non, c'est une habitude. La moto, mon patron que j'ai acheté la moto, la première moto, voilà, ça commençait comme ça, les années 50. Et c'est depuis. Bon, j'ai déjà un accident aussi, j'ai dit, j'ai eu plaisir, j'ai mis un grand col de fumier cassé, un taxi qui m'a renversé. Mais j'ai choisi l'endroit, pas à Belleville, hein, place Vendôme. Ah oui, tant qu'à faire. Tout de suite, les pompiers, 2 minutes après, les pompiers, la police, tout. On m'amène. Alors, il y a un gars qui passe, j'ai un peu sonné, remué les doigts de pied. Il regarde, il dit, oh, c'est le col de Fémir. Ah, gars, c'est mon médecin. Les pompiers arrivent, on m'emmène à l'hôpital, au Hôtel Dieu, dans le couloir, comme ça. Ma femme n'était pas là. Heureusement, ma femme n'était pas là, ma fille non plus. Elle était dans l'étranger, heureusement. Parce que ma femme sortait de l'hôpital américain, les meilleurs médecins, patati, patata. Je suis dans le couloir, c'est complet. Hôtel Dieu, il y a un médecin qui s'approche de moi, il me dit, écoutez, c'est complet, il n'y a pas de place. Si vous voulez, je vous amène dans une clinique à la Défense et je vous opère demain. Je dis, oui, mais à une condition, il faut bien m'opérer parce que moi, je cours beaucoup. Faites-moi confiance. Le soir même, une ambulance qui vient, on m'amène à l'hôpital, à la clinique là-bas. Vous voyez, les pompiers qui m'ont amené, j'ai rien senti, rien. Impeccable, ils savent soulever tout. Dans l'ambulance, ils ne savaient même pas comment ils m'ont fait mal en me transportant. On m'amène, le lendemain, il arrive, on descend pour opérer. Je dis, docteur, vous savez, je vous ai dit, il faut bien m'opérer. Faites-moi confiance. Ils m'ont opéré, tout ça. C'est bien passé. Le lendemain, je téléphone à ma femme, elle est arrivée, tout ça. Bon, il est arrivé un truc. 2 jours après, les infirmières sont tombées malades. Ils ont dit, vous pouvez rentrer à la maison. J'appelle ma femme, je dis, je peux rentrer à la maison. Je dis, comment? Il y a 2 jours, on t'a opéré. Comment tu peux rentrer? On me l'a dit, ah bon, tu ne veux pas moi chez moi dans la maison comme ça, je lui dis. Elle appelle son docteur dit, c'est pas possible. Elle me fait sortir de l'hôpital, elle m'amène dans l'hôpital américain. Voilà. Et là, c'est resté 8 jours. Et je suis sorti, j'ai téléphoné mon médecin. Alors, mon médecin a fait un scandale parce qu'ils sont trompés de malade. Moi, je ne devais pas sortir. Alors, je suis comme retourné, il m'a enlevé le fil. Et tout doucement, j'ai commencé à faire l'exercice. J'ai commencé à courir. J'ai fait le semi-marathon avec la broche dedans. Et chaque fois que j'appuyais, ça me faisait mal. Et 2 ans après, on est devenus des amis avec le médecin. Je dis, Caso, vous m'enlevez la broche. Ça me fait trop mal quand j'appuie. Il me dit, Joe, je ne vous garantis pas que vous aurez plus mal. Vous m'enlevez la broche. Dans la même cicatrice. Il m'a ouvert, il m'a enlevé la broche avec les 4 vis comme ça. Commence à courir. Rien senti. Rien, impeccable. J'ai du pot, je suis tombé comme ça. Si ça, j'ai du pot. Vous êtes un type en général qui avait plutôt du pot quand même. Ah oui, bien sûr. Voilà, non, vraiment. C'est bien passé, je suis content et c'est tout. Et je cours. Bon, l'année dernière, j'ai un problème parce que je me suis cassé une cheville. Pas en courant, je suis tombé l'escalier. Je suis cassé une cheville, donc j'ai arrêté de courir. Mais la cheville s'est remise formidable, tout bien. Mais j'ai plus de souffle. Maintenant, le maximum que je fais, c'est 6 km. J'ai plus de souffle maintenant. Il faut que je remette ça tout doucement et c'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. On verra. Inch'Allah. Voilà. Attention, micro, casse pas le. Je vais ouvrir mon. Hein? Je vais ouvrir. Ah bah oui, là vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Ils m'ont attendu à la télé, alors là. C'est Saint-Joseph maintenant. Hein? 1, 2, 3. Ici, il n'y a pas de réservoir. Choix. Non? Oui, ça va. Oh. Voilà.
Simon Drucker, je le vois souvent, vous voyez. Qui? Simon Drucker. Ah oui. Ouais, je le vois souvent. Lui. Il est très différent de vous. Ah oui, 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 lui, il parle toujours de son beau-frère, de sa... Oh là là. Oui, oui, il répète souvent la même chose. Mais très gentil garçon, c'est un garçon formidable. Moi, j'aime beaucoup. Hein.